Arthur est un roi tyrannique qui règne sur le monde d'une main de fer. Durant son ascension vers le trône, Arthur a massacré ses ennemis, bombardé des villes et commis d'innombrables atrocités, tout cela au nom du pouvoir. Mais un jour, alors qu'il réfléchit à tout ce qu'il a fait, il est submergé par un sentiment de culpabilité, et l'instant suivant, il meurt d'une crise cardiaque. Alors qu'il descend lentement dans les abysses, une voix l'appelle et lui dit qu'elle va lui donner une seconde chance de vivre, alors il ferait mieux de ne pas la gâcher cette fois. Quelques instants plus tard, Arthur ouvre les yeux et trouve deux personnes penchées sur lui. L'homme dit s'appeler Reynold et être le père d'Arthur, tandis qu'Alice ici présente est sa mère. Ils ne s'attendent pas vraiment à ce que leur nouveau-né comprenne ce qu'ils disent, mais ils sont tellement heureux de la voir. Arthur réalise peu à peu que ces personnes sont vraiment ses parents, et qu'il vient de naître il y a une minute. Il a encore du mal à croire qu'il est à nouveau un bébé, mais il ne peut nier que ses parents sont vraiment doués pour s'occuper de lui. Dans l'ensemble, il est plutôt content, mais il n'aime toujours pas le fait d'être coincé dans un corps de bébé. Il a une tête surdimensionnée, il ne peut pas parler, et toutes les quelques heures, il remplit sa couche involontairement, donc il a perdu tout contrôle. Mais ensuite, il remarque quelque chose d'encore plus étrange que sa situation actuelle. Il observe Reynold canaliser de l'énergie dans ses poings et réduire un rocher en miettes. Arthur est stupéfait car c'est un pouvoir qu'il ne connaissait pas, malgré toutes ces années en tant que souverain du monde. Cet exploit est apparemment assez impressionnant. Alors Reynold est fier de lui et se tourne vers sa famille pour qu'il le félicite, mais il ne fait pas attention à son environnement, et une pierre lui tombe directement sur la tête. Alice s'inquiétait que quelque chose comme cela puisse arriver, alors elle s'approche de lui et commence à utiliser la magie pour soigner la blessure de Reynold, mais elle l'avertit d'être plus prudent la prochaine fois qu'il voudra frimer. Reynold essayait peut-être juste de se vanter, mais quand il est sérieux, ses poings ne sont pas une blague, car il peut facilement tuer un sanglier d'un coup lorsqu'il part à la chasse, et sa présence rend les choses beaucoup plus faciles pour les membres de son groupe. À la fin de la partie de chasse, Reynold retourne auprès de sa famille et prêt pour un câlin de bienvenue, mais il se rappelle alors qu'il est encore couvert de sang de sanglier, donc il va devoir se laver d'abord. Arthur a appris deux choses en voyant cela. Premièrement, ce monde est si dangereux qu'il est courant que les gens possèdent des armes pour se protéger. Et deuxièmement, il va devoir apprendre à se battre s'il veut vivre librement dans ce monde. Maintenant que Reynold est de retour, Alice dit qu'il est temps de coucher Arthur pour sa sieste. Normalement, il serait contrarié d'être traité comme un bébé, mais c'est une partie qu'il apprécie vraiment. Dans sa vie précédente, il avait rarement l'occasion de dormir paisiblement car les gens essayaient toujours de l'assassiner quand il s'y attendait le moins. Bien sûr, il pouvait facilement vaincre tous ceux qui l'attaquaient, mais c'était incroyablement stressant. Les mois passent, et les membres d'Arthur sont enfin assez forts pour lui permettre de se déplacer tout seul. La première chose qu'il fait avec sa nouvelle mobilité est d'aller vers un miroir pour s'observer longuement. Ses parents trouvent mignon qu'Arthur soit si fasciné par son reflet, mais il se rend simplement compte qu'il est vraiment un bébé. Quoi qu'il en soit, comme Arthur peut maintenant se déplacer seul, quand Alice le couche pour sa sieste plus tard dans la journée, il met son plan à exécution. Dès qu'elle quitte la pièce, il ouvre les yeux et jette sa couverture hors du berceau pour pouvoir descendre et s'échapper. Il commence alors à ramper sur le sol pendant qu'Alice est occupée à faire la vaisselle, et elle doit être vraiment concentrée car Arthur traverse toute la pièce sans qu'elle ne le remarque. Une fois arrivé, il ouvre la porte de la bibliothèque de la maison et sort un livre car il a besoin d'en apprendre plus sur ce monde. Après avoir lu l'un des livres, il apprend que ce continent s'appelle Dikavan et qu'il est divisé en 3 royaumes. Le royaume des ténèbres, une nation de nains vivant dans de vastes cités souterraines, le royaume d'Elanor, une nation d'elfes vivant au plus profond de la forêt, et le royaume de Saping, un royaume humain dirigé par un roi, bien qu'ici personne n'ait jamais bombardé de ville pour prendre le pouvoir. Arthur veut encore en apprendre plus, alors il sort un autre livre, qui lui apporte des réponses dont il avait bien besoin. Arthur avait remarqué que le niveau technologique de ce monde est faible, et la raison en est la présence de la magie. Les gens peuvent utiliser la magie en manipulant le mana dans leur corps, et bien que ce ne soit pas très commun, la magie est une part importante de la vie dans ce monde. Les gens peuvent utiliser la magie de 2 manières, l'augmentation et l'invocation. L'augmentation consiste à faire circuler le mana dans son corps, ce qui confère à l'utilisateur une force, une défense et une agilité incroyables, tandis que les invocateurs peuvent projeter leur mana vers l'extérieur et l'utiliser pour contrôler n'importe quel phénomène qu'ils désirent. Cela résume à peu près les informations sur le système de magie de ce monde, mais Arthur ne trouve rien sur la magie de guérison qu'Alice a utilisée plus tôt, alors il suppose qu'elle doit être une exception d'une certaine manière. D'après ce qu'Arthur peut comprendre, la plupart des gens manifestent leur mana à la puberté, et en canalisant ce mana à travers quelque chose appelé un noyau de mana, on peut apprendre à le contrôler et devenir un mage. C'est facile à comprendre pour Arthur car, dans sa vie précédente, il est arrivé au pouvoir grâce au pouvoir inné de Kai en lui, qui fonctionnait exactement comme le mana,
Alors il essaie de concentrer toute son énergie pour voir s'il peut générer une réaction, et effectivement, un noyau de mana commence à se développer. C'est un énorme pas en avant dans le développement d'Arthur. Avant qu'il ne puisse s'entraîner davantage, Alice le trouve enfin. Elle était folle d'inquiétude depuis qu'elle a réalisé qu'il n'était pas dans son berceau, alors elle est soulagée qu'il n'ait pas été blessé. Mais alors qu'elle le porte, elle remarque que quelque chose est différent chez lui. Arthur craint qu'elle ait senti le mana en lui, mais elle a simplement remarqué qu'Arthur s'est encore sali. 2 ans passent, et Alice écrit dans son journal un jour, elle est si reconnaissante qu'Arthur grandisse fort et en bonne santé, mais elle commence à s'inquiéter un peu car elle n'a pas vu Arthur sourire une seule fois depuis sa naissance. C'est alors qu'elle remarque Reynolds et Arthur dehors, et on dirait que Reynolds donne des leçons d'épée à Arthur. Arthur semble très intéressé, mais Alice est furieuse que Reynolds laisse un enfant de 2 ans brandir un bâton dangereux. À présent, Arthur a réalisé qu'Alice n'est pas quelqu'un qu'on veut mettre en colère, alors il va devoir faire attention à ne pas l'énerver. Pour éviter d'autres activités dangereuses, Alice décide d'emmener Arthur en ville pour lui faire visiter, et Arthur est particulièrement excité car cela lui donnera l'occasion de recueillir des informations précieuses de première main sur ce monde. Il peut discerner le niveau technologique de cette nation en regardant les armes vendues au grand public, et il voit aussi diverses substances qu'il n'a jamais rencontrées auparavant. Le meilleur, c'est qu'il a pu voir un mage lancer de la magie de feu de près, donc dans l'ensemble, cette excursion s'est avérée incroyablement précieuse pour lui. À la fin de la journée, le corps de bébé d'Arthur est épuisé par toute cette activité, alors il a du mal à rester éveillé, et Alice veut le coucher pour sa sieste dès qu'il rentre. Aussi limitante que soit cette nouvelle vie, Arthur en est venu à apprécier la vie avec des parents aimants. Dans sa vie passée, Arthur a été abandonné sans rien, alors il a été forcé de passer toute son enfance dans un orphelinat et n'a jamais connu l'amour parental, donc c'est un changement agréable pour lui. Arthur s'endort bientôt sur l'épaule d'Alice, alors elle le porte vers son berceau, et en chemin, elle lui dit à quel point elle est fière de lui pour avoir appris tant de choses. Elle a remarqué toutes les fois où il s'est faufilé hors de son lit pour lire des livres, et elle a vu à quel point il était excité de voir le monde extérieur, alors elle est sûre qu'il a l'esprit aventurier. Elle suppose qu'il a dû hériter cela de Reynolds, et tôt ou tard, Arthur voudra quitter la maison pour voir le monde par lui-même. Personnellement, elle préférerait qu'Arthur mène une vie paisible ici, mais tant qu'il est heureux, elle le soutiendra quoi qu'il arrive. Le lendemain, Arthur se tient près de la fenêtre et regarde Reynolds s'entraîner dans le jardin. Il est intéressé de voir à nouveau les applications de la magie de près, alors il observe avec enthousiasme Reynolds commencer à faire circuler le mana dans son corps. Finalement, des roches commencent à s'élever du sol, et Reynolds fait comme si c'était la plus grande chose au monde, mais en réalité, c'est assez pitoyable. C'est la limite des compétences de Reynolds en matière d'invocation, mais c'est parce que sa spécialité est l'augmentation, donc sa magie est bien plus efficace quand il l'utilise à l'intérieur de son corps. Voir le pouvoir de son père motive Arthur à aller s'entraîner, mais juste au moment où il s'apprête à descendre de la table, Alice lui dit qu'il est temps de faire la sieste. Arthur ne peut toujours pas parler, alors il commence à geindre en passant devant l'étagère à livres, mais Alice lui dit qu'il doit faire la sieste, donc pas le temps pour les livres maintenant. Normalement, Arthur ne pourrait rien y faire, mais il a récemment appris une technique légendaire, faire la moue. Arthur a maîtrisé l'art d'utiliser sa mignonnerie de bébé comme une arme, alors même qu'Alice veut toujours le coucher pour la sieste, elle finit par céder et le laisse lire son livre. Une fois seul, Arthur commence à s'entraîner avec son noyau de mana, et au cours des 2 dernières années, il a réussi à devenir plutôt bon. En rassemblant divers fragments de mana dans son corps, il a pu générer un noyau de mana en lui, et bien que cela ait été incroyablement éprouvant, ça en valait la peine. Maintenant, avec un peu plus d'effort, il devrait pouvoir lancer son premier sort, mais Arthur sous-estime drastiquement la puissance de son mana et fait accidentellement exploser la maison. Alice et Reynolds étaient dehors quand l'explosion s'est produite, et elle était si énorme que le dos de Reynolds est gravement brûlé, mais lui et Alice vont bien sinon. Cependant, il réalise vite qu'Arthur était encore dans la maison quand elle a explosé, alors il se précipite à l'intérieur pour vérifier s'il est encore en vie. Un bébé n'aurait pas pu survivre à une explosion d'une telle magnitude, mais quand Reynolds arrive à la bibliothèque, il est choqué de voir qu'Arthur n'est pas seulement indemne, mais qu'il était aussi la source de l'explosion. Il a à peine 3 ans, donc il n'aurait pas dû être capable d'utiliser la magie avant au moins 12 ans, pourtant Arthur est déjà pratiquement un maître du mana. Il se tient fièrement et regarde ses parents, mais il oublie que la maison s'effondre, alors quand 2 poutres du toit lui tombent dessus, il est totalement pris au dépourvu. Il essaie de s'enfuir, mais ses petites jambes de bébé le trahissent, alors il semble que ce soit la fin. Heureusement, Alice et Reynolds se précipitent pour le sauver, et tandis qu'Alice le protège avec son corps, Reynolds utilise sa magie pour bloquer les débris et les sauver tous les deux. Arthur est un peu choqué car c'est la première fois que quelqu'un risque sa vie pour le sauver, mais Alice est si soulagée qu'il aille bien qu'elle se met à pleurer. Arthur n'est toujours pas habitué à ce que des gens se soucient de lui ainsi, alors la voir pleurer le fait pleurer aussi. Il n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça dans son ancienne vie,
car on attendait de lui qu'il soit un roi impitoyable. À un moment donné, un homme a tenté d'assassiner Arthur, alors après qu'il ait été capturé, tout le conseil s'est réuni et s'est préparé à le condamner pour ses crimes. Et en plus de cela, il prévoyait d'envoyer la femme et le fils de l'homme dans un camp qui n'a jamais entendu parler de la Convention de Genève, donc ils étaient condamnés à être torturés et utilisés comme cobayes, parce que pourquoi pas. L'homme commence à supplier Arthur d'épargner sa famille parce qu'il ne mérite pas de souffrir pour ce qu'il a fait, et comme un acte de miséricorde, Arthur a décidé de le tuer sur le champ. C'était en gros un lundi moyen pour lui à l'époque, mais maintenant, il passe ses lundis à s'entraîner avec son père. Reynold veut qu'Arthur essaie de s'entraîner avec des gantelets, mais Arthur a déjà une vie entière d'expérience avec l'épée, donc il ne veut pas changer son arme principale. Comme Arthur insiste pour utiliser une épée, Reynold décide d'en utiliser une aussi, et pour rendre les choses un peu plus intéressantes, il va renforcer son épée avec du mana. Cependant, à sa grande surprise, Arthur fait exactement la même chose et tranche l'épée de Reynold sans effort. En voyant cela, Reynold se rend compte qu'Arthur est bien trop talentueux pour qu'il puisse l'entraîner lui-même, alors il envisage de lui trouver un professeur professionnel et entre dans la maison pour en parler à Alice. Alice rejette complètement l'idée car elle ne supporte pas l'idée d'envoyer Arthur dans une ville au hasard, juste pour qu'il puisse apprendre. Ils en avaient déjà parlé, et Reynold était censé apprendre à Arthur à se battre pendant qu'elle lui enseignerait la magie. Mais Reynold fait remarquer qu'Arthur a réussi à trancher son épée pendant l'entraînement, même si elle était infusée de mana, et l'enfant est encore un tout petit, bon sang. S'il fait des choses pareilles à un si jeune âge, alors qui sait ce dont il sera capable à l'avenir, donc Reynold pense qu'il est important qu'il ait un vrai professeur. Alice ne peut pas nier qu'Arthur est anormalement doué, mais elle déteste toujours l'idée de le laisser seul dans une école en ville, alors elle et Reynold commencent à se disputer pendant quelques minutes car ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Arthur en a marre de toutes ces disputes, alors il fait remarquer qu'ils peuvent simplement venir avec lui en ville. De cette façon, il peut toujours avoir un professeur et ses parents n'auront pas à le laisser seul. Ils n'avaient pas réalisé que c'était une option, mais cela résout tous leurs problèmes, alors ils trouvent que c'est une excellente idée. Ils commencent immédiatement à préparer le voyage, et le lendemain, une calèche arrive pour les emmener en ville. Ils voyageront avec certains de leurs anciens amis, et Arthur les reconnaît car ce sont eux qui ont aidé Alice et Reynold à reconstruire la maison après qu'il a fait exploser. Ils font tous partie d'un groupe appelé les Cornes Jumelles, et le chef, Adam, se présente à Arthur. Angela se présente également, tout en présentant Arthur à sa poitrine et en manquant de l'étouffer, et Alice regarde la scène avec joie. Heureusement, avant qu'Arthur ne s'évanouisse, Dur l'éloigne d'Angela et se présente également, mais il est un peu plus doux et donne simplement un high-five à Arthur. Arthur remarque ensuite une fille debout sur le toit de la calèche, et tu sais qu'elle essaie de frimer, parce qu'il n'y a aucune raison de se tenir là-haut en ce moment. Elle ne dit rien, donc les autres disent à Arthur qu'elle s'appelle Jasmine, et le dernier membre de l'équipe est Hélène Larcher. Maintenant que les présentations sont enfin terminées, le groupe doit se mettre en route, alors ils montent tous dans les chariots et partent. En chemin, Alice demande à Arthur s'il est excité pour son premier grand voyage, et Arthur répond oui, mais intérieurement, il pense à quel point ce monde est primitif. Ils utilisent encore des calèches tirées par des chevaux pour voyager ici, alors que dans l'ancien monde d'Arthur, il avait toute une flotte de voitures volantes qu'il pouvait utiliser à tout moment. Après avoir voyagé presque toute la journée, le groupe décide de faire une pause déjeuner, alors ils installent le campement, mais dès qu'ils s'arrêtent, ils sont attaqués par des loups. Bien que ces loups soient plutôt stupides car ils n'ont même pas essayé d'encercler le groupe, ils ont juste foncé droit dedans et se sont fait éclater par l'équipe d'aventuriers en un instant. Arthur trouve toute la scène intéressante, car c'est la première fois qu'il voit un vrai combat dans ce monde, et il a l'intention de devenir assez fort pour gérer seul des menaces comme celle-là bientôt. Puisqu'ils ont maintenant beaucoup de viande de loup morte, le groupe décide de la cuisiner pour le dîner ce soir, mais ils n'ont pas d'épices, donc ce sera juste de la viande grillée nature. À ce moment-là, Alice remarque que le bras de Reynold est légèrement blessé, alors elle propose de le soigner, mais avant qu'elle ne le fasse, Jasmine lui dit d'attendre un instant. Tous les autres se rassemblent autour d'Alice pour surveiller les environs, car les guérisseurs comme elles sont incroyablement rares dans ce monde, donc si quelqu'un la voit utiliser de la magie de soin, elle pourrait devenir une cible. Une fois qu'Alice a fini de soigner Reynold, tout le monde retourne à ses occupations, mais Adam décide qu'il veut faire un peu d'exercice avant d'aller se coucher, et il n'y a pas de meilleure façon de faire ça qu'en affrontant un enfant de 4 ans. Ça semble méchant, mais Adam a entendu parler de la force d'Arthur, et il veut juste voir par lui-même, donc c'est juste un match d'entraînement. Adam dit à Arthur de se préparer, et il a déjà infusé sa lance avec du mana, donc Arthur fait de même. Le combat commence, Arthur canalise un peu de magie dans ses pieds, et juste au moment où il va s'élancer contre Adam, il disparaît et réapparaît derrière lui. C'était l'occasion parfaite pour Arthur de frapper, mais ses petits pieds d'enfant glissent sur le sol, donc il perd l'équilibre et Adam a le temps de se reprendre. Arthur et Adam commencent alors à s'affronter, mais on dirait bien que le budget animation était en déficit.
Bref, Arthur se fait repousser car son corps de tout petit est trop léger pour suivre un aventurier expérimenté, donc il est projeté dans les airs. Heureusement, les autres le sauvent avant qu'il ne touche le sol, et ils commencent tous à crier sur Adam pour avoir failli blesser Arthur, mais Adam dit qu'il ne pouvait pas se retenir parce qu'Arthur était trop fort. Il n'y a aucune raison pour qu'un enfant soit capable d'une telle force, donc il pense que Reynolds l'a entraîné comme un super soldat, mais en réalité, il ne lui a jamais appris à faire tout ça. Arthur l'a appris tout seul. À ce moment-là, Jasmine s'approche d'Arthur et le surprend sans le vouloir. Elle a été très impressionnée par le combat d'Arthur, alors elle lui demande de lui apprendre comment faire ce truc avec la magie dans les pieds. Arthur espérait garder sa technique secrète puisqu'il l'a maîtrisée dans sa vie passée, mais elle ne veut pas entendre non, et vu son regard, elle va l'harceler jusqu'à ce qu'il cède, donc il devra peut-être lui apprendre un jour. Le lendemain matin, le voyage continue comme prévu, et en route, ils prennent quelques pauses pour se détendre. Pendant ces pauses, Adam donne à Arthur quelques leçons de base sur la lance, et Hélène lui apprend à utiliser un arc quelques minutes plus tard. Et avec quelques leçons simples, il réussit à comprendre rapidement. La seule connaissance des armes qu'Arthur a de sa vie passée concerne l'épée, donc ces leçons lui sont vraiment utiles. Et comme il apprend beaucoup d'eux, il décide d'enseigner sa technique à Jasmine finalement. En canalisant la magie dans ses pieds et en utilisant la magie du vent en même temps, on peut augmenter sa vitesse de manière impressionnante. Et après l'avoir démontré une fois, Jasmine parvient à la reproduire parfaitement. Plus tard, Arthur lit un livre de magie dans la calèche, mais pour une raison quelconque, Jasmine est là aussi et le fixe. Et ce n'est pas une coïncidence, parce qu'elle saisit toutes les occasions possibles pour se rapprocher d'Arthur. Le lendemain matin, Jasmine offre un couteau à Arthur pour le remercier de lui avoir appris la technique, et il est clair qu'elle l'aime bien, puisqu'elle n'interagit généralement pas intentionnellement avec les gens. Quelques minutes plus tard, tout le monde remonte dans les calèches et ils poursuivent leur voyage, mais alors qu'Arthur lit son livre, la calèche est soudainement attaquée par des bandits. Ils sont attaqués par des bandits, et la calèche est complètement encerclée, donc ils n'ont nulle part où aller. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de capturer les femmes et les enfants pour les vendre comme esclaves, alors tous les bandits se ruent à l'assaut, et les aventuriers font de leur mieux pour les repousser. En termes de puissance brute, les cornes jumelles et Reynolds sont bien plus forts que les bandits individuellement, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour qu'ils puissent les vaincre seuls, donc tôt ou tard, ils vont être submergés. À un moment donné, Reynolds est projeté dans la calèche par le chef des bandits, et il est gravement blessé, alors Alice veut venir le soigner. Cependant, Reynolds lui dit de rester à l'écart car si les bandits découvrent son pouvoir, ils commenceront à la cibler. À la place, il demande à Arthur de prendre Alice et de fuir aussi loin que possible. Arthur ne veut pas laisser Reynolds derrière, mais ce dernier lui rappelle qu'Alice est enceinte d'un autre enfant, et que la protéger doit être leur priorité absolue. Arthur comprend, et lorsque Reynolds donne le signal, il prépare sa magie pour fuir avec Alice, pendant que Reynolds retient les bandits. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de poursuivre Arthur et Alice, mais Reynolds refuse de les laisser passer et engage le combat avec lui. Le chef bandit avait réussi à mettre Reynolds à terre auparavant, mais cette fois, sa famille est en jeu, alors il ne compte pas se laisser faire. Pendant que Reynolds occupe le chef, quelques bandits moins importants tentent de poursuivre Arthur et Alice, mais Adam et Jasmine leur lancent des poignards et les éliminent pour permettre à Arthur de s'enfuir avec Alice. Tous font de leur mieux pour éloigner les bandits d'Arthur, qui, de son côté, tentent de mettre Alice en sécurité. C'est ironique de voir comment, dans sa vie précédente, il prenait sans se soucier des autres, et maintenant, il est obligé de fuir pour ne pas perdre quelqu'un qui lui est précieux. Après plusieurs minutes de fuite, Arthur pense qu'ils sont assez loin pour être en sécurité, mais il a tort. Un bandit les observe depuis une falaise, et celui-ci sait utiliser la magie. Il attaque Arthur et Alice avec un sort de vent. Arthur ne le remarque pas tout de suite, et quand il le voit, le sort est déjà lancé. La seule chose qu'il puisse faire est de pousser Alice hors de danger et de prendre le coup lui-même. La rafale le projette en arrière, et il est sur le point de tomber de la falaise. Avec son corps d'enfant, c'est une condamnation à mort. Mais s'il doit mourir, il ne partira pas seul. Alors qu'il chute, il prend le couteau que Jasmine lui a donné et le lance vers le bandit. Le couteau l'atteint, et la ficelle s'enroule autour de sa cheville, permettant à Arthur de l'entraîner dans sa chute. Les aventuriers tentent d'utiliser leur magie pour le sauver, mais il est déjà trop loin. Arthur est condamné. Alors qu'il tombe vers une mort certaine, il repense à sa vie et bien qu'il sache qu'il va mourir, il est empli d'une étrange sérénité, car il a réussi à protéger sa famille. Il comprend enfin pourquoi cet homme, dans sa vie passée, tenait tant à protéger les siens. Arthur n'a pas hésité une seconde à se sacrifier pour sauver Alice, et même s'il ne regrette rien, il aurait aimé survivre pour rester avec eux un peu plus longtemps. Après cette chute mortelle, Arthur parvient miraculeusement à sortir de la rivière et à se réfugier dans une grotte. Cependant, il se retrouve face à face avec un monstre terrifiant,
et il commence à regretter d'être venu ici pour s'abriter. Il tente une attaque furtive contre le monstre pour augmenter ses chances de survie, mais ce dernier le frappe en plein vol et lui dit de se calmer. Il explique à Arthur qu'il n'est pas maléfique et veut simplement être ami, mais la dernière fois qu'un inconnu m'a dit ça, je me suis retrouvé dans le fond d'une camionnette, alors je ne suis pas sûr qu'Arthur doive lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, il est toujours gravement blessé, et ses blessures ne guériront pas à moins qu'il ne mange quelque chose, alors le monstre commence à cueillir des fruits sur les parois de la grotte. Il dit à Arthur de manger les fruits, mais ce dernier ne fait pas confiance à des fruits poussant n'importe où sur un mur, alors il s'apprête à se lever pour trouver une échappatoire, mais à ce moment-là, ses blessures le rattrapent. Alors qu'il essaie de se relever, il entend un craquement et se met à pleurer à chaudes larmes. Le monstre lui dit d'arrêter de pleurer, car c'est déjà un miracle qu'il ait survécu à cette chute. Arthur a beaucoup de questions à poser, mais le monstre lui dit qu'il ne répondra à rien tant qu'il n'aura pas mangé les fruits. Il hésite d'abord, mais après avoir croqué dans la première baille, Arthur réalise qu'elles sont en fait plutôt bonnes. Une fois qu'il a fini de se goinfrer, Arthur se tourne vers le monstre et lui demande s'il sait quelque chose sur l'état actuel de ses parents. Le monstre explique qu'il ne peut pas quitter cette grotte, donc il ne peut pas aller vérifier pour Arthur. Mais il a une capacité qui lui permet de voir à très grande distance, alors il génère un écran et montre à Arthur que ses parents ont vaincu les bandits restants. Cela signifie qu'ils sont sains et saufs, et Arthur ne pourrait pas être plus heureux d'entendre une si bonne nouvelle. Il remercie le monstre de lui avoir appris que ses parents vont bien, et comme Arthur va être coincé ici un moment, il décide de se montrer amical avec lui. Le monstre s'appelle Sylvia, et elle s'avère être une personne vraiment gentille. Les jours suivants, Arthur reste ici, mange et se repose pour que ses blessures guérissent, pendant que Sylvia veille sur lui. Une fois son corps rétabli, Arthur veut rentrer chez lui au plus vite, mais selon Sylvia, il ne survivrait jamais seul au voyage de retour. Sa grotte se trouve actuellement en lisière de la forêt des elfes, et cette partie de la forêt est remplie de bêtes magiques et de bandits immoraux, qu'Arthur ne peut absolument pas affronter. Mais cela ne signifie pas qu'il est coincé ici pour toujours. Sylvia a la capacité d'ouvrir une faille dimensionnelle, donc elle peut renvoyer Arthur chez lui, ou du moins dans un endroit plus sûr que cette forêt, mais cela va lui prendre beaucoup de temps pour créer la faille, donc Arthur va devoir patienter jusqu'alors. Comme il n'a rien de mieux à faire, Arthur prend un bâton et commence à le brandir pour s'entraîner à l'escrime. Plusieurs jours passent, et bien qu'Arthur ait apprécié la compagnie de Sylvia, il n'a pas réussi à en apprendre davantage sur elle. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle ressemble à un monstre terrifiant, qu'elle se cache apparemment de quelque chose, et que c'est une personne très gentille. Après son entraînement à l'épée, Arthur va s'asseoir sur un rocher pour commencer à entraîner son mana. Sylvia est impressionnée qu'un enfant aussi jeune qu'Arthur ait déjà un noyau de mana, mais elle est sûre qu'il n'a jamais appris à faire ça. Elle tend la main, et une grande quantité de mana commence à s'accumuler dans sa paume. Arthur est émerveillé car Sylvia accumule du mana pendant qu'elle lance son sort, et s'il pouvait apprendre une telle technique, il deviendrait incroyablement puissant. Cela dit, avant même que Sylvia ne propose de lui enseigner, elle demande à Arthur ce qu'il compte faire du pouvoir qu'il obtiendra en apprenant cette technique. Arthur n'y avait jamais vraiment réfléchi auparavant, mais maintenant qu'il y pense, il se souvient comment sa famille et ses amis ont failli être anéantis par des bandits, alors il dit à Sylvia qu'il utilisera son pouvoir pour détruire quiconque ose s'en prendre à sa famille. Cependant, Sylvia n'aime pas cette réponse, alors elle lui donne une pichenette sur le front et le repousse. Elle dit qu'elle n'enseignera jamais sa technique à quelqu'un qui pense ainsi, mais Arthur ne comprend pas pourquoi elle est si contrariée, car c'est parfaitement naturel de vouloir tuer ses ennemis. Sylvia veut prouver son point, alors elle lève son doigt vers la tête d'Arthur et lui dit qu'elle pourrait facilement lui fendre le crâne avec, ou alors le toucher doucement. Elle demande à Arthur ce qu'il préfère, et Arthur ne voulant évidemment pas mourir, il dit qu'il préfère la caresse. Il est facile de laisser tes actes être guidés par la colère et la haine, mais une fois que tu cèdes, ta vie deviendra un cycle vide et sans fin de haine. Elle ne veut pas qu'Arthur gâche sa vie ainsi, alors elle lui redemande « Que feras-tu de ce pouvoir ?» Arthur y réfléchit à nouveau, et cette fois-ci il se concentre sur les sourires radieux de ses proches, alors il répond qu'il veut utiliser son pouvoir pour protéger ceux qui lui sont chers, et cette réponse plaît bien plus à Sylvia. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, un monstre très similaire à Sylvia semble être à sa recherche, et il est très proche de la trouver. Dans l'ancien monde d'Arthur, il était le roi, mais cela ne signifiait pas qu'il détenait tout le pouvoir. Les véritables maîtres étaient les sénateurs, donc Arthur n'était qu'un agent de guerre appelé à commettre des actes de violence innommables quand les sénateurs en avaient besoin, mais il n'a jamais aimé vivre ainsi. Revenons au présent. Sylvia apprend à Arthur comment utiliser sa technique, et après lui avoir montré comment faire, elle lui demande d'essayer par lui-même. Arthur commence à condenser le mana présent dans l'air ambiant, et une fois qu'il maîtrise le geste, il peut utiliser ce mana pour se renforcer. Il sent déjà la différence dans sa force, alors il court vers Sylvia pour la remercier de lui avoir enseigné cela. Cependant, Sylvia sent soudain quelqu'un approcher, alors elle pousse Arthur dans un tas de rochers et lui dit de rester silencieux.
Arthur ne comprend pas ce qui se passe, alors il jette un œil hors du tas de rochers et voit un autre monstre qui ressemble exactement à Sylvia. Sylvia semble savoir qui il est, et elle est surprise qu'il ait réussi à la trouver ici, mais le deuxième monstre ne veut pas perdre de temps et ordonne à Sylvia de le suivre. Cependant, Sylvia répond « Nan », alors il commence immédiatement à attaquer. Arthur veut aller aider Sylvia, mais il entend sa voix dans sa tête lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle. L'autre monstre essaie de convaincre Sylvia de coopérer, sinon il devra la tuer, mais Sylvia préfère mourir que de l'écouter, alors elle commence à charger son mana et révèle sa vraie forme. Il s'avère que Sylvia est un dragon, et sous cette forme, elle peut utiliser bien plus de pouvoir qu'avant. Elle envoie une énorme attaque sur l'autre monstre, qui la bloque, mais il lui dit qu'elle est stupide car, dans son état actuel, elle ne survivra pas à l'utilisation d'autant de puissance. Sylvia sait pertinemment qu'elle va probablement en mourir, mais cela ne la dérange pas car elle a vécu une vie longue et heureuse. Elle parvient à repousser l'autre monstre contre un mur, mais il n'est pas hors combat, alors il contre-attaque et envoie une pluie d'attaques sur Sylvia. Elle subit beaucoup de dégâts, mais à présent, elle s'inquiète plus pour Arthur que pour elle-même, car le combat se rapproche dangereusement de l'endroit où elle l'a caché. L'autre monstre lance une dernière attaque, et elle ne peut pas l'esquiver car elle toucherait Arthur, alors elle utilise toute sa puissance pour intercepter l'attaque et arrêter le temps temporairement. Pendant que le temps est arrêté, elle dit à Arthur de sortir de sa cachette. Arthur obéit car cela semble sûr, et il aimerait poser des questions sur tout ce qui se passe, surtout sur le fait qu'elle soit un dragon, mais il n'y a pas de temps pour ça. Son pouvoir de ralentissement temporel ne durera pas longtemps, alors elle doit faire sortir Arthur d'ici au plus vite. Elle ouvre la faille dimensionnelle qu'elle avait préparée, mais à cause de ses blessures et du manque de temps pour terminer le sort correctement, le portail mène au milieu de nulle part au lieu de chez Arthur. Elle essayait d'éviter de l'envoyer dans la forêt à cause du danger, mais elle n'a plus le choix. Quoi qu'il en soit, elle est confiante qu'Arthur peut survivre seul et rentrer chez lui grâce à la technique qu'elle lui a apprise, donc elle ne s'inquiète plus pour sa sécurité. Elle lui redemande ce qu'il compte faire de son pouvoir, et sans hésiter, Arthur répond qu'il ne l'utilisera que pour protéger sa famille, alors Sylvia est satisfaite qu'il n'utilisera pas son pouvoir pour des raisons égoïstes. Avant son départ, elle veut lui donner quelque chose, alors elle crée un œuf et une plume devant Arthur. Elle lui demande d'envelopper l'œuf dans la plume et d'en prendre grand soin, et comme cadeau d'adieu, elle imprime sa volonté sur le corps d'Arthur sous la forme de marques sur ses bras. Arthur est perplexe face à ces deux tatouages qui couvrent soudainement ses bras, mais Sylvia n'a plus la force de lui expliquer. Elle lui dit qu'il comprendra comment s'en servir un jour, mais malheureusement, elle ne sera plus là pour le guider. Elle s'excuse également auprès d'Arthur car, en vérité, elle aurait pu le téléporter chez lui dès son arrivée, mais elle s'amusait tellement en sa compagnie qu'elle ne voulait pas que ça se termine, et maintenant, elle l'a mis en danger à cause de sa décision égoïste. Arthur se sent horrible car il sait qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Sylvia, même si elle lui a tant appris. Peu importe qu'elle soit un dragon ou un monstre, pour lui, c'est un membre précieux de sa famille. Il lui dit qu'il la considère comme une mère, mais Sylvia lui rappelle qu'il a déjà une maman, alors Arthur propose qu'elle soit sa grand-mère. Sylvia ne s'attendait pas à ça, mais elle adore l'entendre l'appeler ainsi, alors elle demande à Arthur de le répéter, ce qu'il fait joyeusement. Sylvia est vraiment triste de ne plus revoir Arthur, mais le temps presse, alors elle le pousse vers le portail pour qu'il puisse y passer. Arthur comprend, alors il prend les cadeaux qu'elle lui a offerts et s'avance, mais à la dernière seconde, il change d'avis et essaie de convaincre Sylvia de venir avec lui, mais elle ne peut pas, alors elle ferme le portail et envoie Arthur. Le temps reprend son cours, et Sylvia est touchée par l'attaque de l'autre monstre, et les dégâts semblent mortels. Elle s'effondre au sol, mais le monstre n'est pas convaincu qu'elle soit morte car il sait qu'elle est trop puissante pour être vaincue par une telle attaque. Cependant, il baisse sa garde en s'approchant de son corps inerte, et dès qu'il est à portée, Sylvia utilise toute son énergie restante pour lancer une attaque qui l'incinère ainsi que tout dans un rayon d'1 mile. Pendant qu'Arthur est téléporté, il entend un dernier message de Sylvia. Elle lui demande s'il se souvient de ce qu'elle a dit sur la bonne manière d'utiliser son pouvoir, et Arthur s'en souvient, mais il est toujours très triste de ce qui s'est passé. Sylvia lui dit que le monde est un endroit triste, donc de telles choses arriveront parfois, mais c'est pour ça qu'Arthur doit le changer en mieux. Arthur proteste et lui dit qu'il est impossible pour lui de faire une telle chose, mais elle ne s'attend pas à ce qu'il change le monde immédiatement. Il peut y arriver pas à pas, après tout ce n'est pas la première fois qu'il prend le contrôle du monde. Sylvia est au courant de la vie passée d'Arthur en tant que roi, et bien qu'elle ne soit pas d'accord avec sa manière de gouverner à l'époque, elle est sûre que tant qu'Arthur ne se laisse pas consumer par la haine, il deviendra un grand roi qui rendra le monde meilleur. Peu après, Arthur se réveille par terre et jure qu'il accomplira la requête de Sylvia, mais avant cela, il doit trouver un moyen de sortir de cette forêt. Après avoir été téléporté dans la forêt des elfes, Arthur entreprend de rentrer chez lui. Mais alors qu'il marche, il entend soudain un cri à glacer le sang à l'autre bout de la forêt. On dirait qu'il provient d'une petite fille, alors il rassemble immédiatement du mana dans ses pieds et commence à courir pour aller voir ce qui se passe.
Il saute dans un grand arbre pour avoir un bon point de vue, et une fois là-haut, il peut clairement voir un groupe de bandits en train de kidnapper une petite fille. Elle a essayé de s'enfuir, mais les bandits l'ont déjà attrapée et lui couvrent la bouche pour l'empêcher de crier. Comme la fillette est une elfe, ils ont l'intention de la vendre comme esclave sur le marché noir pour un énorme profit dès qu'ils quitteront la forêt, alors ils l'attachent et la mettent à l'arrière de leur chariot. Alors qu'Arthur assiste à la scène, il a des flashbacks du moment où lui et sa famille ont été attaqués par des bandits. Il se souvient d'avoir entendu les bandits parler de les garder en vie, lui et les femmes du groupe, afin de les vendre comme esclaves plus tard, et cela le met vraiment en colère. La première pensée qui lui vient à l'esprit est qu'il devrait massacrer tous les bandits pour avoir commis un crime aussi odieux, mais il se souvient de ce que Sylvia lui a dit à propos du contrôle de sa rage, alors il prend un moment pour réfléchir et se calmer. Il se rend compte que s'il attaquait tout de suite, il mettrait la vie de la jeune fille en danger, alors il décide d'être patient et d'attendre la bonne occasion pour frapper. Tous les bandits montent dans leur carrosse pour sortir de la forêt, et Arthur les suit de près dans l'ombre. À la tombée de la nuit, les bandits sont obligés de faire une pause et d'établir un camp car ils ne peuvent pas voyager dans l'obscurité, et Arthur se demande s'il doit continuer à les suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent une ville humaine ou s'il doit les attaquer maintenant. Mais il entend le bandit dire que sa race préférée est celle des elfes, et Arthur se rend compte qu'il ne peut pas prendre le risque de les laisser seuls avec la fille plus longtemps. Cependant, il doit attendre que la nuit tombe avant de passer à l'action. Arthur s'assied donc et commence à méditer pour se préparer à toutes les accusations de meurtre qu'il est sur le point de recevoir. Une fois la nuit tombée, Arthur ouvre les yeux et commence à préparer son attaque. Il remarque que les bandits tiennent en laisse un groupe de loups à cornes, et il trouve étrange que les loups obéissent sans résistance à un groupe d'humains. En les observant de plus près, il se rend compte qu'ils portent des colliers magiques qui les obligent à obéir, et qu'il peut utiliser cela à son avantage. Les bandits entendent leur loup hurler là-bas, et le chef ordonne à l'un de ses hommes de se dépêcher et d'aller faire taire ces satanés loups. Le bandit se lève immédiatement et donne un coup de pied dans le cou d'un des loups pour qu'il arrête d'aboyer, et à la seconde où le bandit est distrait, Arthur saisit l'occasion. Il invoque une manablade avant de sauter derrière le bandit, et en quelques secondes, le bandit a été tailladé à mort. Arthur prend ensuite l'arme du bandit et, alors qu'un autre vient voir ce qui se passe, Arthur lui saute sur le dos et lui tranche la gorge. Cela fait déjà 2 bandits à terre, mais le corps d'Arthur est déjà épuisé, il doit donc en finir rapidement. Juste à ce moment-là, un autre bandit vient voir pourquoi les 2 autres prennent tant de temps, alors Arthur essaie de le tuer à l'instinct, mais malheureusement, il manque les organes vitaux, alors le gars crie et alerte les autres bandits de la présence d'Arthur. Le chef des bandits se rend compte qu'Arthur est un mage, il sait donc que le combat ne sera pas facile, mais il ne veut pas non plus tuer Arthur car vendre un mage au marché noir lui rapporterait encore plus d'argent que la fille elfe. Le chef des bandits commence à canaliser la magie dans ses bras et frappe Arthur, qui recule et tente de riposter avec un coup de pied, mais le chef des bandits parvient à esquiver. Arthur tente de le prendre au dépourvu en lui lançant son couteau, mais le bandit l'attrape et s'en sert contre lui. Arthur est alors projeté au sol et le bandit le soulève par les chevilles pour le narguer. Il dit à Arthur qu'il n'est pas de taille à affronter un adulte en termes de force, et Arthur se rend compte que le bandit a raison, alors il décide d'attaquer avec sa magie à la place. Il lance une boule de feu juste au-dessus du genou du bandit, et tandis que celui-ci hurle de douleur, Arthur lui plante son couteau dans la tête. Il ne reste plus qu'à achever le bandit qu'Arthur a blessé plus tôt, et une fois qu'il est mort, Arthur va voir comment va la jeune fille dans le carrosse. La jeune fille a les yeux bandés pendant tout ce temps, car elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc Arthur lui dit qu'il s'est occupé de tous les bandits et qu'elle est maintenant en sécurité. Elle s'appelle Tessia, et alors qu'Arthur la fait sortir du carrosse, il lui dit qu'elle peut rentrer chez elle, mais Tessia remarque soudain du sang sur la main d'Arthur, et elle s'inquiète vraiment pour lui. Arthur se rend compte qu'il est normal que les enfants soient horrifiés à la vue du sang, et que ce n'est peut-être pas une bonne idée de la laisser voir tous les cadavres qui jonchent le sol. Il demande à Tessia d'attendre ici 1 minute et va recouvrir tous les corps des bandits avec une bâche. Elle demande à Arthur ce qu'il est advenu des gens qui l'ont enlevé, et Arthur ne veut pas admettre qu'il les a tués, alors il se contente de dire qu'ils ont eu un petit accident et qu'ils ne l'ennuieront plus. La jeune fille ne semble pas avoir d'autres questions, alors Arthur récupère ses affaires dans le chariot des bandits et lui dit au revoir car il doit continuer à rentrer chez lui. Mais Tessia lui prend le bras et le supplie de rester car elle ne veut pas rester seule. Si Arthur la laisse seule ici, elle risque de se faire dévorer par les fantômes des arbres ou quelque chose du genre. Il lui demande si elle sait comment rentrer chez elle, et elle sait comment s'y prendre, mais elle n'a aucune idée du temps qu'il faudra pour arriver à son village. Arthur n'aime pas l'idée de faire un détour, mais il sait aussi qu'il n'y a aucune chance que Tessia rentre vivante chez elle s'il ne l'aide pas, alors il finit par accepter de la raccompagner. Arthur regarde les loups que les bandits ont capturés et envisage brièvement de les utiliser comme moyen de transport, mais il n'a aucune idée de la façon de contrôler un loup, alors il veut simplement les laisser derrière lui. Cependant, Tessia dit qu'il devrait au moins enlever les colliers magiques des loups pour qu'ils puissent retourner dans la forêt. Arthur l'avertit que les loups pourraient attaquer une fois qu'elle aura enlevé les colliers,
Mais elle pense que tout ira bien puisqu'elle n'a rien fait pour les mettre en colère, et qu'en tant qu'habitante de cette forêt, c'est son travail de prendre soin des créatures qui y vivent. Elle finit par retirer les colliers des loups, et comme on peut s'y attendre, les loups retournent paisiblement dans la forêt. Le lendemain matin, Arthur et Tessia commencent à marcher en direction du village des elfes, et au bout d'un moment, ils font une pause pour manger. Arthur prépare un petit ragoût et dit à Tessia qu'elle doit le manger, car elle aura besoin d'énergie pour le long voyage qui l'attend. Tessia trouve que le ragoût sent bizarre, mais Arthur n'est pas vraiment un chef de classe mondiale, il n'est fait que de viande séchée et de sel, donc il n'a pas bon goût, mais c'est mieux que rien. Tessia demande à Arthur pourquoi il est venu dans la forêt d'Elchir, car il est rare que des humains viennent ici, et encore moins un enfant seul. Alors Arthur explique comment il a été séparé de sa famille et s'est retrouvé ici. Pendant qu'ils en parlent, Arthur demande à Tessia ce que c'est que de vivre dans le royaume d'Elnoir, et elle adore cet endroit. Tous ses parents sont souvent occupés par leur travail, et elle passe donc la plupart de son temps avec son serviteur et son grand-père. Ils continuent leur voyage, mais comme Tessia ne sait pas à quelle distance se trouve son village, il est difficile d'évaluer la durée de ce voyage. Et pour ne rien arranger, les loups que Tessia a libérés les suivent depuis un moment déjà, si bien qu'Arthur regrette de ne pas les avoir tués dès le départ. Cette nuit-là, Arthur décide de monter la garde à l'extérieur de la tente pour s'assurer que les loups n'attaquent pas Tessia et lui pendant leur sommeil, mais au bout d'un moment, Tessia sort la tête et demande à Arthur de venir se coucher. Arthur lui répond qu'il n'a pas sommeil et qu'il va donc monter la garde ici, mais elle a bien trop peur d'être seule, alors elle le supplie de venir à l'intérieur de la tente avec elle. Arthur finit par céder et décide de monter la garde à l'intérieur de la tente pour le bien de Tessia. Elle essaie de faire semblant de ne pas avoir peur, mais elle exige aussi qu'Arthur reste toujours à ses côtés. Avant d'aller se coucher, elle veut en savoir un peu plus sur le royaume des humains. Elle demande donc à Arthur s'il est vrai que tous les humains sont des pervers qui épousent plusieurs femmes. Arthur est surpris d'entendre Tessia dire cela et lui demande d'où elle tient cette information, ce à quoi elle répond que c'est son grand-père qui la lui a raconté. Arthur ne peut pas nier qu'il existe des gens comme ça, notamment dans la famille Grary, mais pour la plupart, les humains sont des gens modestes. Tessia croit Arthur, elle se retourne et s'endort immédiatement. Les loups n'ont pas attaqué, et au matin, Arthur et Tessia se sont levés et ont continué leur voyage. Tessia s'est vraiment rapprochée d'Arthur ces derniers jours, et maintenant qu'elle a eu l'occasion d'oublier les marchands d'esclaves, elle semble beaucoup plus heureuse, bien qu'elle soit toujours aussi nulle en matière de survie, car elle ne peut même pas traverser un ruisseau toute seule, et c'est Arthur qui doit la porter pour le faire. Soudain, Arthur est pris d'une étrange douleur lancinante dans la poitrine, et il n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Tessia, inquiète, part à la recherche d'herbes médicinales qui pourraient l'aider, mais Arthur ne pense pas qu'il s'agisse d'une maladie ordinaire. Alors qu'il est appuyé contre un arbre, le loup de tout à l'heure apparaît, et Arthur commence à paniquer car il n'est pas en état de le combattre s'il décide d'attaquer tout de suite. Tessia revient bientôt avec les herbes, et Arthur l'avertit de ne pas s'approcher car le loup pourrait être dangereux, mais à sa grande surprise, le loup laisse tomber un cochon mort devant Arthur et s'en va. Arthur est confus de ce qui vient de se passer, mais Tessia suppose que le loup essayait de le remercier pour son aide plus tôt. Ce soir-là, Arthur et Tessia installent leur campement et dégustent de la viande rôtie au coin du feu. En cherchant des herbes médicinales, elle a trouvé des champignons et en offre à Arthur. Mais il n'aurait probablement pas dû accepter ces étranges champignons, car ils lui ont donné la diarrhée. Une fois qu'Arthur a fini de se vider les tripes, il est vraiment fatigué et il est à deux doigts de s'évanouir, mais Tessia continue de lui parler. Elle raconte à Arthur que son grand-père lui lisait des livres d'histoire sur les royaumes humains et nains, et qu'elle a toujours voulu visiter ces endroits, mais qu'elle n'en a jamais eu le droit, car les elfes ne font pas confiance aux gens des autres races. À ce moment-là, Tessia se rend compte qu'Arthur n'a pas écouté un seul mot de ce qu'elle a dit, mais elle sait qu'il a simplement sommeil, alors elle le recouvre d'une couverture et lui souhaite une bonne nuit. Le lendemain matin, ils poursuivent leur voyage, mais la douleur dans la poitrine d'Arthur s'intensifie. Tessia s'excuse de ne pas pouvoir l'aider, mais Arthur lui dit que ce n'est pas grave. Changeant de sujet, Tessia demande à Arthur si elle peut l'appeler Artie, puisqu'elle le considère comme un ami. Après tout, ils ont passé beaucoup de temps ensemble et sont devenus très proches. Arthur dit que cela ne le dérange pas d'être ami avec elle, et Tessia est surprise qu'il n'ait pas beaucoup réagi. Arthur jure alors, en plaisantant, de chérir chaque moment où la grande dame Tessia pensera à lui comme à un ami, mais cela la contrarie, et elle dit à Arthur d'arrêter de se comporter de façon aussi puérile. Arthur trouve drôle qu'elle dise cela alors que c'est elle qui l'a supplié de rester à ses côtés en permanence parce qu'elle avait peur, mais Tessia lui répond que c'est tout à fait différent. Blague à part, maintenant qu'Arthur y pense, Tessia est la première amie qu'il se soit jamais faite. Même dans son ancien monde, les gens avaient tellement peur de lui qu'il n'a jamais vraiment eu quelqu'un qu'il pouvait appeler un ami jusqu'à présent. À ce moment-là, Tessia aperçoit quelque chose qui lui semble familier, et elle dit à Arthur de venir jeter un coup d'œil. Arthur s'approche,
s'attendant à voir un bâton cool ou quelque chose du genre, mais à sa grande surprise, il se trouve devant un énorme arbre au milieu duquel se trouve un portail. Tessia explique à Arthur qu'il s'agit de l'entrée du village des elfes, et lui tend la main pour qu'il vienne avec elle. Malheureusement, les elfes détestent toujours autant les humains, donc dès qu'Arthur pose le pied dans le village elfe, il est appréhendé et menacé par des lames. Il cherche du soutien auprès de Tessia, qui pourrait témoigner en sa faveur, mais à sa grande surprise, Tessia le regarde froidement sans dire un mot. En voyant cela, Arthur pense que Tessia l'a piégé pour qu'il soit tué, et il ne peut pas croire qu'il ait été assez stupide pour penser que quelqu'un voudrait vraiment être son ami. Après tout, il a déjà subi d'innombrables trahisons dans sa vie précédente. Les elfes s'apprêtent à lui trancher la tête sous le regard de Tessia, mais il s'avère qu'elle n'y est pour rien. On ne sait pas pourquoi elle n'a rien dit jusqu'à présent, mais dès qu'elle entend les gardes annoncer qu'ils vont tuer Arthur, elle leur ordonne d'arrêter. Un des gardes la prévient que ce garçon est un humain dangereux, mais Tessia affirme qu'Arthur n'est pas du tout dangereux, et qu'il est même la seule raison pour laquelle elle a pu rentrer chez elle. Le témoignage de Tessia aurait dû au moins faire réfléchir le garde avant d'exécuter Arthur, mais non, il suppose qu'Arthur a dû laver le cerveau de Tessia pour qu'elle le considère comme une bonne personne, donc le garde prévoit toujours de le tuer. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, un homme apparaît et exige qu'il libère le garçon. Il s'appelle Virion, et il est le grand-père de Tessia ainsi que l'ancien roi de la tribu elfe. Mais il est bien plus raisonnable, donc il croit Tessia lorsqu'elle dit qu'Arthur l'a sauvé. Il s'excuse également auprès d'Arthur pour l'avoir traité de cette manière alors qu'il a fait tant d'efforts pour sauver Tessia, mais il était assez suspect que la princesse disparue revienne soudainement avec un jeune humain inconnu. Arthur est soulagé de ne plus être en danger de mort, mais il est aussi choqué d'apprendre que Tessia est une princesse, car elle ne lui en a jamais parlé. Ils ont voyagé ensemble pendant des jours, mais Tessia n'a apparemment pas jugé cela important à mentionner. Juste à ce moment-là, les parents de Tessia arrivent, ayant été informés que leur fille était de retour, et Tessia se précipite dans leurs bras car elle leur a beaucoup manqué. Si Tessia est une princesse, alors ses parents doivent être le roi et la reine d'Éléanor, mais ils ne sont pas aussi compréhensifs que Virion. Dès que le père de Tessia aperçoit Arthur, il exige de savoir ce qu'un humain impur fait dans son royaume. Il ordonne à ses soldats de capturer l'humain et de l'exécuter immédiatement, mais aucun ne bouge. Le père de Tessia est peut-être le roi actuel, mais Virion leur a dit de laisser Arthur tranquille, et ils ont tous très peur de Virion. Virion explique au roi qu'Arthur est celui qui a sauvé Tessia et l'a aidé à rentrer, donc ils ne peuvent pas le traiter comme un criminel. Tessia exige également qu'Arthur soit accueilli dans leur château en tant qu'invité, mais son père hésite à accepter car il est habituellement interdit aux humains de pénétrer dans le royaume elfe, encore moins dans le château. Mais il ne veut pas affronter une crise de Tessia, donc il accepte à contre-cœur d'accueillir Arthur correctement. Comme le malentendu est dissipé, tout le monde se prépare à se rendre au château, mais avant de partir, Virion dit à Arthur qu'il aimerait lui parler plus tard. Arthur se méfie un peu de Virion car il sent que cet homme est extrêmement puissant, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir car Tessia l'entraîne pour lui faire visiter. C'est la première fois qu'Arthur voit le royaume elfe, donc il est émerveillé par sa différence avec le royaume humain. Mais les préjugés contre les humains sont toujours forts, car tous les elfes semblent interrompre leurs activités pour fixer Arthur tandis qu'il marche vers le château avec Tessia. Cependant, personne ne l'insulte puisqu'il est désormais un invité royal. La seule qui le traite avec gentillesse est Tessia, mais Arthur essaie toujours de comprendre pourquoi Tessia a mis autant de temps à intervenir lorsque les gardes allaient le tuer. Soudain, la douleur dans la poitrine d'Arthur revient, et elle empire de jour en jour, mais il ignore toujours sa cause. Une fois arrivé au château, Tessia est accueillie par tous ses serviteurs, et elle leur ordonne de traiter Arthur avec soin et respect malgré le fait qu'il soit humain. Maintenant que c'est fait, elle demande à Arthur s'il veut aller jouer avec elle, mais avant cela, Arthur dit qu'il doit parler à ses parents car ils voudront sans doute connaître les détails de ce qui est arrivé à Tessia et comment ils sont revenus. Ils se rendent tous dans la salle de réunion, y compris Tessia car elle ne veut pas être exclue, et comme ils vont discuter, Tessia suggère d'apporter des collations. Cela ressemble presque à un goûter, mais ils ont des choses à discuter, donc le père de Tessia décide de se présenter formellement. Il s'appelle Alduin, et comme Arthur le sait, il est le roi d'Éléanor. Sa femme s'appelle Muriel, et son père est Virion. Arthur se présente comme un humble roturier du royaume de Sapin, et il est bien conscient qu'un humain comme lui ne serait normalement jamais autorisé à entrer dans Éléanor, encore moins à rencontrer la famille royale, donc il apprécie leur hospitalité. Alduin est surpris qu'Arthur se comporte avec une telle maturité malgré son jeune âge, mais surtout, il veut savoir exactement ce qui est arrivé à Tessia et comment elle a disparu. Arthur explique tout. S'être séparé de sa famille lors d'une attaque de bandits et atterrir dans la forêt des elfes, bien qu'il omette la partie sur la rencontre avec Sylvia dans la grotte. Puis il en vient à sa rencontre avec Tessia, et explique qu'il l'a trouvée alors qu'elle était kidnappée par des trafiquants d'esclaves. Alduin est furieux que des humains aient osé essayer de vendre Tessia comme esclave.
Mais Arthur lui rappelle que les elfes ont aussi commis le crime de traite d'esclaves, donc ce n'est pas exclusif aux humains. Virion demande alors à Arthur comment il a réussi à sauver Tessia des trafiquants, et il explique qu'il les a tous tués. En entendant cela, un garde s'écrie qu'un simple enfant n'aurait jamais pu tuer des trafiquants seul, mais Virion lui ordonne de se taire s'il veut garder son travail. Arthur ne semble pas mentir, donc Alduin dit qu'il le croit. Maintenant que tout le monde comprend ce qui s'est passé, Arthur a une requête. Comme il a déjà dit, il s'est échoué dans cette forêt après une attaque de bandits, donc il aimerait qu'il l'aide à rentrer chez lui. Alduin est exaspéré qu'un humain ose demander une faveur à la famille royale elfe, mais Arthur a pris la peine de raccompagner Tessia, donc il est juste qu'il lui rende l'appareil. De plus, si Alduin refuse d'aider Arthur, il devra affronter les caprices de Tessia, et il ne veut pas ça. Il cède et accepte d'aider Arthur, mais la porte de téléportation menant à Sapin est scellée et ne peut être utilisée que tous les 7 ans lors de la réunion des chefs des 3 tribus, et la dernière réunion remonte à 2 ans, donc Arthur devrait attendre encore 5 ans avant que le portail ne s'ouvre à nouveau. Arthur ne veut pas attendre aussi longtemps, et Alduin n'aime pas non plus l'idée de laisser un humain rester à Eleanor pendant 5 ans, donc il dit qu'il organisera une escorte de soldats pour ramener Arthur à Sapin. Il veut qu'Arthur parte dès que possible, mais il est déjà très tard, donc Arthur peut se reposer ici pour aujourd'hui et partir demain matin. Arthur remercie Alduin d'avoir accepté de le renvoyer chez lui, mais la douleur dans sa poitrine s'aggrave, et Virion semble remarquer qu'il y a un problème. Peu après, une chambre est préparée pour Arthur dans le château, et il prend un bain, mais la douleur ne fait qu'empirer, donc Arthur craint de mourir. Après son bain, il sort sur le balcon pour prendre l'air, espérant que cela soulagera la douleur. Il se sent un peu mieux, mais il doit trouver la cause de cette douleur constante avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Juste à ce moment-là, Arthur lève les yeux et remarque Tessia et ses parents sur le balcon au-dessus de lui, et cette vue lui rappelle ses propres parents. Il ignore toujours si Reynolds et Alice ont survécu à l'attaque des bandits, mais il sait qu'ils sont robustes, donc ils ont dû s'en sortir vivants d'une manière ou d'une autre. Cela dit, il aimerait vraiment pouvoir leur parler maintenant. Tessia remarque alors Arthur et voit qu'il a l'air triste, donc après avoir discuté avec ses parents, elle va lui parler. Une fois auprès d'Arthur, elle s'excuse pour la rudesse de son père, mais Arthur dit que cela ne le dérange pas. Il comprend pourquoi Alduin agit ainsi, car il y a eu des décennies de guerre entre les elfes et les humains, donc il est normal qu'il ait du mal à faire confiance à un humain, surtout quand sa fille est concernée. Évoquer le sujet des parents rappelle à Arthur qu'il est loin des siens, et il craint qu'il ne soit pas heureux de le revoir. Après tout, ils ont entrepris ce voyage pour lui, donc il pourrait lui reprocher toute cette histoire. Il se reproche aussi de ne pas avoir pu protéger sa famille des bandits et de s'être séparé d'eux, mais Tessia lui attrape alors le visage et secoue la tête. Elle ne connaît pas bien les parents d'Arthur, mais s'ils ressemblent aux siens, elle est sûre qu'ils seront heureux de le revoir une fois rentré. Soudain, le couloir s'illumine de dizaines de lucioles étincelantes, et dans cette lumière, Arthur essaie de se souvenir des visages souriants de ses parents. Il est avec eux depuis sa renaissance dans ce monde, et jamais ils ne lui ont donné l'impression de ne pas l'aimer, alors pourquoi craignait-il qu'ils le haïssent après cet incident ? Son traumatisme de sa vie passée a obscurci son jugement avec méfiance, au point qu'il a même soupçonné Tessia de l'avoir trahi plus tôt, mais maintenant, en la regardant, il ne voit qu'une fille innocente qui ne voudrait jamais blesser un ami. Tout à coup, Arthur sent un projectile voler droit vers Tessia, donc il attrape et charge immédiatement son mana pour attaquer l'agresseur. Mais à sa surprise, c'est Virion qui a attaqué Tessia. Arthur ne peut pas croire que Virion tenterait de tuer sa propre petite fille, mais Virion explique qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Les projectiles n'étaient que des lucioles, donc elle n'aurait rien senti. Cependant, il est impressionné qu'Arthur ait pu réagir et contre-attaquer si vite. Virion a fait ce coup pour vérifier si Arthur disait vrai sur sa capacité à tuer les trafiquants d'esclaves, et il disait clairement la vérité. Tessia court vers Virion et lui ordonne d'arrêter d'embêter Arthur, mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il a remarqué quelque chose d'intéressant chez Arthur plus tôt, donc il veut un petit combat amical pour évaluer sa force. Virion utilise sa magie pour créer une épée à Arthur et éloigne Tessia pour qu'elle ne soit pas blessée. Arthur accepte le duel, donc il charge et frappe Virion, mais ce dernier est trop rapide. Même en utilisant son mana pour accélérer ses mouvements, Arthur ne peut pas rivaliser, et quand il croit enfin avoir une ouverture, Virion brise son épée d'un coup de paume. Un éclat de bois vole vers Tessia, donc Arthur lance ce qui reste de son épée pour la protéger. Arthur attaque alors Virion avec seulement son mana, mais Virion contre avec le sien. La puissance de Virion est écrasante, donc Arthur n'a guère de chance de le battre, mais il n'abandonne pas. Après que Virion l'a repoussé, Arthur charge à nouveau et frappe Virion en plein front. Le coup n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais Virion est impressionné qu'Arthur ait pu percer ses défenses. Il veut un autre round, mais Tessia lui pince les fesses et lui ordonne d'arrêter d'embêter Arthur. Arthur dit que ce n'est pas grave et qu'il est honoré qu'un homme aussi puissant que Virion le juge digne d'un duel.
Virion en profite pour proposer à Arthur de devenir son disciple. Arthur, surpris, demande si Virion plaisante, mais ce n'est pas le genre de Virion, donc il demande à Arthur s'il accepte. Arthur ne sait pas quoi répondre, surtout qu'il n'a pas encore pu prévenir ses parents qu'il est en vie. Si c'est le seul problème, Virion dit connaître un moyen pour qu'Arthur leur parle maintenant. Arthur est intrigué, mais avant qu'il ne puisse répondre, une violente douleur thoracique le frappe, et Virion semble en connaître la cause. Il explique à Arthur qu'il a hérité d'une volonté de bête, et que s'il n'accepte pas de devenir son disciple, cette volonté le tuera. Après avoir entendu une si horrible nouvelle, Arthur va se coucher, mais il a du mal à s'endormir. L'angoisse d'être loin de sa famille, combinée au fait qu'il pourrait bientôt mourir, lui donne un cauchemar terrible où il est hanté par un démon de paralysie du sommeil. Il entend soudain quelqu'un appeler son nom, alors il ouvre les yeux et trouve Tessia assise sur lui. Elle essaie de réveiller Arthur depuis un moment maintenant, mais il ne fait que parler d'une sorte de monstre, alors elle commence à s'énerver. Elle lui dit qu'il doit se dépêcher et se préparer car Virion l'attend déjà dehors, alors Arthur sort du lit et commence à se changer. Pendant qu'il se change, Tessia lui demande s'il va vraiment rester ici et devenir le disciple de son grand-père, mais Arthur n'a pas encore décidé. Cela dépend si Virion parvient vraiment à le mettre en contact avec sa famille, car tant qu'Arthur a la chance de parler à ses parents et de leur faire savoir qu'il va bien, il sera satisfait. Une fois qu'Arthur s'est habillé, lui et Tessia descendent ensemble, mais dès qu'ils ouvrent les portes, ils entendent Aldouin se disputer avec Virion parce qu'il ne supporte pas l'idée de laisser Arthur vivre dans le royaume des elfes. Cela irait à l'encontre des traditions elfiques séculaires si Virion prenait Arthur comme disciple, mais Virion s'en moque. Il apprécie Arthur, alors il va en faire son disciple, et personne ne peut l'en empêcher. Tessia essaie de défendre Arthur, mais Aldouin ne veut pas entendre son opinion car elle est clairement en faveur de la présence d'Arthur ici. Coïncidence, Virion ne veut pas non plus entendre l'opinion d'Aldouin, alors il dit à Arthur et Tessia de monter dans le carrosse car ils ont des endroits où aller. Pendant qu'ils roulent pour aller voir l'ami mystérieux de Virion, cela prend tellement de temps que Tessia finit par s'endormir. Arthur demande à Virion s'il faudra encore longtemps pour arriver, mais il appelle « papy » cette fois. Virion est amusé par la rapidité avec laquelle Arthur abandonne les formalités, mais si les choses se passent bien et qu'Arthur finit par vivre ici sous la tutelle de Virion, alors il ferait pratiquement partie de la famille. Virion ne voit pas d'inconvénient au ton décontracté d'Arthur, et il est même content que Tessia ait enfin un ami avec qui jouer. En tant qu'enfant unique, elle est la seule héritière du trône, et à ce titre, la plupart des autres enfants l'évitent. Les quelques-uns qui l'ont approchée ont fini par trahir sa confiance d'une manière ou d'une autre, alors Tessia a du mal à s'ouvrir aux nouvelles personnes maintenant. Cependant, quand elle est avec Arthur, elle a toujours l'air de s'amuser beaucoup, alors Virion est très reconnaissant. Arthur a aussi de gros problèmes de confiance, mais quand il regarde Virion, tout ce qu'il voit est un papy sincère et aimant, alors il a l'impression de pouvoir lui faire confiance. Le carrosse finit par arriver à destination. Arthur réveille Tessia, et ils descendent tous. Arthur est vraiment curieux de voir qui est cette personne mystérieuse, car elle doit être très importante si un homme aussi puissant que Virion est prêt à venir jusqu'ici pour la voir. Virion frappe alors violemment la porte et crie à Rhigna de sortir, et quand il colle son oreille contre la porte pour entendre si quelqu'un vient, il se prend la porte en pleine figure. Après avoir repris son calme, Virion présente Rhigna comme une mage spéciale, et avec ses compétences, il est sûr qu'elle peut aider Arthur à contacter sa famille. Elle invite tout le monde à entrer pour commencer, mais une fois à l'intérieur, tout ce qu'Arthur voit est une maison normale avec un seau d'eau sur la table, alors il commence à se demander comment elle va l'aider. Rhigna explique qu'elle est un type spécial de mage appelée voyante, et en tant que voyante, elle peut voir le passé et le futur des gens. Elle utilise momentanément ses pouvoirs sur Arthur, et elle peut immédiatement dire qu'il est une personne intéressante car il y a des parties de son passé qu'elle n'a pas pu voir. Bien qu'elle ne comprendrait pas grand-chose de toute façon puisqu'elle ne voit que des fragments du passé quand elle utilise son pouvoir. Cela dit, Arthur n'est pas venu ici pour qu'elle regarde son passé ou son futur, il est venu parce qu'il veut faire savoir à sa famille qu'il va bien. Rhigna pousse le seau d'eau devant Arthur et lui dit de penser à ses parents en détail pour obtenir le meilleur résultat. Elle commence alors à utiliser ses pouvoirs, et en quelques secondes, Arthur commence à avoir des visions de ses parents. Alice vient de finir de préparer une marmite de ragoût pour le dîner, qu'ils ne pourront certainement pas finir à deux. Reynolds adore ce ragoût, mais aucun d'eux ne peut vraiment en profiter sans Arthur avec eux. Pour tout ce qu'ils savent, il pourrait être mort après être tombé de cette falaise, et Reynolds s'est tellement blâmé qu'il est presque devenu alcoolique. Mais il devait encore s'occuper de sa femme enceinte, alors ils ont été obligés d'aller en ville au lieu de chercher Arthur. Là, Reynolds a trouvé un travail, et en quelques semaines, il a réussi à gagner assez d'argent pour s'offrir une maison en ville, mais aucun succès ne pourrait jamais les faire se sentir mieux maintenant qu'Arthur est parti. C'est alors qu'ils entendent la voix d'Arthur, mais ils ne peuvent pas le voir, alors ils craignent que ce soit son fantôme.
Arthur explique qu'il est toujours en vie et qu'il vit actuellement dans le royaume elfe d'Elnoir. Il ne sait pas exactement comment ça marche, mais grâce à une amie, il utilise une magie spéciale pour leur parler. Il veut rentrer chez lui, mais il ne peut pas le faire maintenant car il a quelque chose qui ne va pas avec son corps, et il ne pourra pas survivre à moins de le réparer, mais il jure qu'il reviendra vers eux dès qu'il sera rétabli, même s'il ne sait pas combien de temps cela prendra. Il ne veut pas non plus qu'il se blâme pour ce qui s'est passé car c'était son choix, et s'il devait le refaire pour assurer la sécurité de sa famille, il n'hésiterait pas. Reynolds et Alice sont incroyablement heureux d'entendre qu'Arthur est toujours en vie, mais devoir leur dire au revoir à nouveau fait monter les larmes aux yeux d'Arthur. Pourtant, il est content d'avoir pu leur parler à nouveau, et il a décidé qu'il ne les ferait plus jamais s'inquiéter comme ça. Mais pour ça, il va devoir devenir plus fort, alors il demande à Virion de faire de lui son disciple. Maintenant, ils doivent juste convaincre Aldouin d'accepter qu'Arthur vive dans le château. Aldouin est toujours contre l'idée à cause de sa haine profonde pour les humains, mais Tessia lui rappelle qu'Arthur l'a sauvé, alors s'il le chasse, il sera vu comme un sauvage ingrat. Aldouin essaie encore d'argumenter que cela causerait un énorme incident si la présence d'Arthur provoquait des problèmes dans le royaume elfe, mais Virion y a déjà pensé. Il dit à Aldouin d'annoncer qu'Arthur est son nouveau disciple, et avec le pouvoir de Virion, personne n'oserait se plaindre ou protester contre la présence d'Arthur ici. Ainsi, Arthur a officiellement obtenu la permission de vivre dans le palais royal, et après la réunion, Aldouin s'approche de lui pour s'excuser pour son comportement plus tôt. Il n'aime peut-être pas les humains en général, mais Arthur semble être un bon gamin. De plus, comme Arthur a sauvé Tessia, en tant que père, c'est son devoir de le remercier. Alors il dit à Arthur qu'il peut se considérer comme faisant partie de la famille maintenant. Arthur est surpris qu'Aldouin et Muriel aient changé d'avis si soudainement, mais encore une fois, Virion et Tessia ont beaucoup plaidé en sa faveur, alors c'est logique qu'Aldouin ait changé d'avis. Arthur remercie Aldouin et dit que c'est un honneur d'être accueilli dans le château royal, mais Tessia l'interrompt et dit que ce n'est pas suffisant. S'ils veulent vraiment accueillir Arthur, alors elle veut qu'Arthur ait le droit de jouer dehors avec elle, et vu qu'Aldouin a déjà accepté Arthur, il n'a pas d'objection à ce qu'ils jouent ensemble. Maintenant qu'ils ont la permission, Tessia entraîne Arthur avec enthousiasme en ville pour lui faire visiter, et il est encore une fois émerveillé par la culture elfique. Tessia connaît bien cette partie de la ville, alors elle dit à Arthur qu'il y a une boutique qui vend plein de snacks plus loin, mais c'est très populaire, alors s'il ne se dépêche pas, tous les snacks seront vendus. Elle tire son bras pour le faire aller plus vite, et Arthur la suit joyeusement, mais il heurte accidentellement un enfant en chemin. C'était une erreur honnête, mais l'enfant commence à insulter Arthur et à lui crier dessus pour avoir mis ses germes humains dégoûtants sur lui. À ce stade, Arthur se demande comment ce gamin a l'audace d'être si grossier alors qu'il est à portée de poing, mais Tessia lui dit de l'ignorer car ça ne vaut pas la peine de causer des problèmes pour quelque chose d'aussi mineur. Normalement, Arthur aurait pris le parti de l'ignorer et serait parti loin de Ferrite, mais Ferrite commence à dire à Tessia qu'elle ne devrait pas traîner avec des déchets comme Arthur et qu'elle devrait passer du temps avec lui à la place. Ferrite est un membre de la noblesse elfe, et il semble avoir une haute opinion de lui-même, alors Arthur décide de l'embêter un peu. Il fait semblant d'être ravi de rencontrer Ferrite, mais prononce intentionnellement son nom comme Fibiche. Ferrite se met en colère qu'Arthur ait mal prononcé son nom, alors Arthur s'excuse et fait comme si c'était une erreur. Il dit qu'il fera attention à respecter Ferrite la prochaine fois qu'ils se verront et se retourne pour partir avec Tessia, mais Ferrite l'arrête. Il est peut-être insupportable, mais il n'est pas stupide, alors il a compris qu'Arthur se moquait intentionnellement de lui, et il refuse de laisser un tel manque de respect impuni. Il défie Arthur en duel avec l'honneur de son nom de famille en jeu, et Arthur n'arrive pas à croire qu'il a été assez stupide pour demander un duel. Tessia intervient et dit à Ferrite que même s'il est un noble, c'est aller trop loin. Ferrite dit qu'il est parfaitement naturel de défier quelqu'un en duel s'il déshonore ton nom, mais Tessia rappelle à Ferrite qu'Arthur est le disciple de Virion, et ce serait incroyablement stupide de défier le disciple de l'homme le plus puissant du royaume en combat, mais Ferrite est confiant qu'il ne pourrait pas perdre contre un humain. Il dit à Arthur que s'il n'accepte pas ce duel, alors il déshonorerait le nom de Virion, mais Arthur essaie encore de comprendre toute cette histoire. Dans son ancien monde, un duel était toujours un combat à mort, alors ça n'a aucun sens qu'un gamin le défie aussi légèrement ici. Mais à en juger par les regards vaguement amusés des adultes à proximité, il semble que les duels ne sont pas des combats à mort ici, alors Arthur n'a aucune raison de refuser. Tessia demande à Arthur s'il est sûr de vouloir faire ça, et il dit que ça lui va, alors le duel devient officiel, et les deux se préparent à se battre. Alors que le duel commence, Ferrite se précipite avec confiance vers Arthur avec un bâton à la main, mais tout le monde pense avoir un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing en pleine figure, et Ferrite n'était clairement pas prêt pour ça. Ferrite est KO. Alors ses amis se précipitent pour vérifier son état, mais Tessia savait déjà que ça finirait comme ça. Quoi qu'il en soit, comme le duel est terminé, elle prend la main d'Arthur et l'emmène parce qu'elle a encore plein de choses qu'elle veut faire avec lui. Les deux passent toute la journée ensemble et visitent toutes sortes de boutiques, et après s'être bien amusés, ils font une pause sur un balcon pour discuter.
Tessia demande à Arthur quand son entraînement avec Virion doit commencer, et Arthur dit qu'il va commencer à s'entraîner dès demain matin, mais il a clairement quelque chose en tête. Arthur repense à une conversation qu'il a eue avec Virion, et Virion lui a clairement dit que son entraînement va ressembler à l'enfer. Si on devait le décrire, ce sera comme être submergé dans du goudron bouillant, et Arthur va devoir subir ça tous les jours pendant plusieurs années sans le soutien de sa famille. Alors Virion voulait savoir si Arthur est vraiment prêt pour ça, et Arthur a répondu « oui ». Même maintenant, il a hâte de commencer l'entraînement demain, même s'il sait que ce sera dur, parce qu'il veut acquérir assez de force pour construire le futur qu'il désire. Tessia dit à Arthur qu'elle va aussi travailler dur pour ne pas être à la traîne, mais pour l'instant, elle veut encore profiter de leur journée de jeu, alors elle suggère qu'ils aillent chercher plus de nourriture. Quelques années ont passé, et Arthur et Tessia ont tous deux suivi l'entraînement sous la direction de Virion. Ils ont beaucoup tissé des liens durant cette période, mais Tessia est aussi très compétitive, alors ils se sont donnés à fond aujourd'hui. Après s'être entraînée un moment, Tessia est complètement épuisée, et pendant qu'elle se repose, Virion décide de donner une leçon de magie à Arthur. Une fois qu'une personne a stabilisé son mana, elle peut devenir capable d'utiliser la magie élémentaire sous forme d'eau, de feu, de vent ou de terre. Cependant, les éléments qui peuvent être appris dépendent fortement de la race dans ce monde. Par exemple, les elfes sont naturellement doués pour manier la magie du vent et ont une grande affinité pour les éléments de l'eau et de la terre. Le feu est généralement incompatible avec eux. En revanche, les nains sont extrêmement talentueux en magie élémentaire du feu et de la terre, mais manquent de compétences en magie du vent et de l'eau. Cependant, les humains ont la capacité d'utiliser les 4 éléments, bien que l'affinité d'une personne avec un élément individuel varie considérablement selon son entraînement. Tessia lève la main et demande à Virion pourquoi il n'a pas dit à Arthur de s'entraîner avec son noyau de mana si c'est si important, et Virion répond qu'Arthur est simplement trop faible pour le gérer maintenant. Son corps contient une volonté de bête, et bien que cela puisse accorder un grand pouvoir, cela déstabilise aussi la connexion entre la chair d'Arthur et son mana, c'est ce qui cause la douleur dans sa poitrine. Ainsi, il doit réassimiler son noyau de mana avant de pouvoir s'entraîner à nouveau avec le mana. Tessia plaisante en disant que cela signifie qu'elle est plus forte qu'Arthur maintenant, mais il crie que bien sûr elle serait plus forte quand toutes ses attaques sont imprégnées de mana. Parmi les elfes, une personne est considérée comme talentueuse si elle éveille son mana à l'âge de 10 ans, mais Tessia a pu utiliser la magie dès l'âge de 9 ans, alors elle s'est entraînée aux côtés d'Arthur depuis. Quoi qu'il en soit, comme l'entraînement d'Arthur a bien progressé, Virion lui dit qu'il est temps d'éveiller sa volonté de bête, et si la procédure réussit, la douleur dans sa poitrine devrait cesser complètement. Cela fera d'Arthur un dompteur de bêtes officiel, alors il dit à Virion qu'il est reconnaissant pour l'aide et lui demande de commencer tout de suite. Arthur s'assoit, et Virion commence à éveiller sa volonté de bête, mais Tessia s'inquiète parce qu'elle ne sait pas si Arthur va bien ou non. Virion admet qu'Arthur ressentira un peu d'inconfort, mais ça ne devrait pas être si grave. Cependant, une fois que Virion commence à éveiller la volonté de bête, Arthur crie de douleur, et tellement d'énergie émane de son corps qu'il projette Virion et Tessia loin. L'éveil a techniquement réussi, mais toute l'attention qu'il a mise sur le corps d'Arthur l'a fait s'évanouir immédiatement, laissant Virion et Tessia inquiets. Il ramène Arthur au château et le met au lit pour qu'il puisse récupérer un peu. Une fois qu'Arthur reprend enfin conscience, il trouve Virion qui l'attend au bord du lit. Virion lui demande s'il va bien, et Arthur dit qu'il se sent bien. Alors Virion lui demande s'il y a quelque chose de spécial dans la volonté de bête qu'il a reçue parce qu'une réaction comme celle qu'Arthur a eue arrive rarement. Arthur avait l'intention de garder sa rencontre avec Sylvia secrète, mais il n'y a plus de raison de la cacher maintenant, alors il dit à Virion que la volonté de bête lui a été donnée par un dragon. Virion est choqué d'entendre cela, et honnêtement, il a du mal à le croire, mais il ne peut pas nier que la puissance de la volonté de bête d'Arthur est similaire à celle d'un dragon. Il se tourne vers Arthur et lui dit qu'il ne peut parler à personne de sa volonté de dragon parce que si cela s'ébruite, il attirerait beaucoup d'attention indésirable. Cela dit, il lui dit qu'il est prévu qu'il rentre chez lui dans les 4 prochains mois, alors il va devoir faire attention une fois parti. Arthur est choqué parce qu'il pensait avoir encore 2 ans avant la prochaine réunion inter-royaume, mais apparemment, un événement d'échange culturel a été organisé récemment, alors dans 4 mois, les portails vers la ville de Xyrus seront ouverts. Arthur demande à Virion si Tessia est au courant parce qu'elle serait dévastée d'apprendre qu'il part si tôt, mais Virion lui dit que le roi et la reine lui en parlent en ce moment. Plus tard dans la nuit, Arthur est allongé dans son lit avec l'œuf que Sylvia lui a donné, essayant de se faire à l'idée qu'il devra quitter Tessia dans 4 mois. C'est alors qu'il remarque que l'œuf commence à se fissurer, et quelques instants plus tard, un bébé dragon en sort. Arthur était inquiet au début, mais le bébé dragon est mignon et semble inoffensif, alors il le prend, mais le dragon mord son bras. Arthur recule de douleur et lâche le dragon, mais quand il regarde l'endroit où il a été mordu, au lieu de marque de morsure normale, il voit un sceau se former. Ce sceau agit comme un lien entre Arthur et le bébé dragon, alors il peut maintenant sentir ce que pense le dragon, même s'il ne le comprend pas vraiment.
Puisqu'il va s'occuper du dragon, il décide de le nommer Sylvie, d'après sa mère, Sylvia. Il se rendort ensuite, mais quelques heures plus tard, Tessia entre dans la chambre d'Arthur parce qu'elle veut parler de son départ dans 4 mois. Mais quand elle soulève les couvertures pour le réveiller, elle aperçoit Sylvie dans le lit avec lui, et elle oublie immédiatement pourquoi elle est venue. Arthur est réveillé en sursaut, et au début, il a cru qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais il se rend compte que Tessia est simplement en train de choyer Sylvie, alors il se rendort. Plus tard dans la journée, Arthur et Tessia se rendent sur le terrain d'entraînement pour leur leçon avec Virion, et Tessia fait tout son possible pour que Sylvie l'aime, mais après l'avoir presque étouffée plus tôt, Sylvie reste à l'écart de Tessia. Il trouve bientôt Virion, et dès qu'il voit Sylvie sur la tête d'Arthur, il panique parce qu'il n'aurait jamais imaginé voir un dragon en vrai. Pendant que Tessia continue de taquiner Sylvie, Arthur explique que Sylvie a éclos en réponse à l'éveil de la volonté de bête qu'Arthur a subi la veille. Il se demande si garder Sylvie avec lui pourrait causer des problèmes parce que ce serait mauvais si les gens réalisaient que c'est un dragon, mais Virion dit à Arthur qu'il n'a pas à s'inquiéter, les dragons sont pratiquement un mythe maintenant. Alors personne ne soupçonnerait que son animal de compagnie est en fait un dragon. Tout ce qu'il a à faire, c'est prétendre que Sylvie est une sorte de bête exotique qui ressemble par hasard à un dragon. Cela dit, il est temps pour eux de commencer l'entraînement d'aujourd'hui, alors Virion dit à Arthur que maintenant qu'il a éveillé sa volonté de bête, il devra entraîner à la fois son noyau de bête et son noyau de mana simultanément, et la meilleure façon de le faire est avec une expérience réelle, alors Virion commence à se transformer. Une fois la transformation terminée, Virion dit à Arthur que son entraînement commence maintenant, alors Arthur essaie de se préparer à une attaque, mais Virion fait simplement un pas en avant et disparaît. Arthur essaie de se défendre, mais il ne sait pas comment suivre les mouvements de Virion, alors il ne sait pas d'où il sera attaqué. Il sait que Virion est toujours là, mais peu importe ses efforts, il ne trouve aucune trace de lui. C'est une capacité vraiment incroyable, mais Arthur ne veut pas se faire battre dans le cadre d'une démonstration, alors il lève immédiatement les mains et abandonne. Dès qu'il fait cela, Virion apparaît derrière lui, et Arthur se plaint parce que le combattre est bien trop difficile. Virion aurait pu enchaîner 30 coups sur Arthur à n'importe quel moment, et Arthur n'aurait toujours pas su où il était. Parce que la volonté de bête de Virion est celle d'une panthère des ombres, cela lui permet de manipuler le vent avec un tel contrôle qu'il peut annuler le son qu'il produit. Sa transformation est assez impressionnante, mais ce n'est pas une capacité parfaite parce qu'elle draine énormément le mana de Virion. Quoi qu'il en soit, Virion n'avait jamais vraiment l'intention de combattre Arthur sous cette forme, il voulait juste frimer un peu, et maintenant qu'il a démontré à quel point une volonté de bête peut être puissante, il invoque une épée pour qu'Arthur puisse commencer son véritable entraînement. Quelques jours passent, et Arthur a fait de grands progrès dans la maîtrise de sa volonté de bête. La douleur dans sa poitrine a cessé de le gêner, et son corps a été tellement entraîné qu'il peut maintenant suivre la forme d'ombre de Virion. Mais au-delà de cela, Arthur a pu passer le reste de son temps à jouer avec Tessia comme un enfant normal. Plus tard, alors qu'Arthur et Tessia sont en rendez-vous, Arthur tombe sur Férit dans la rue. Cependant, il ne le reconnaît pas du tout, et Férit se sent insulté, alors il exige un autre duel avec Arthur. Bien sûr, cela se passe aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Alors Férit finit par terre, et ses amis se tiennent au-dessus de lui, se demandant comment il a pu perdre en une demi-seconde. Arthur ne sait toujours pas qui est Férit, alors Tessia lui rappelle que c'est le gamin qui a défié Arthur en duel il y a quelques années, et Arthur se souvient s'être bien amusé ce jour-là. Alors, il tend la main pour aider Férit à se relever en ami, et Férit accepte parce qu'il ne veut plus combattre Arthur. Arthur demande à Férit s'il et ses amis vont participer à l'événement d'échange culturel dans quelques mois, et Férit confirme fièrement, affirmant qu'il a été choisi à cause de ses capacités exceptionnelles. Cependant, en réalité, tous les enfants des familles nobles ont été invités à y aller. Si c'est le cas, Arthur demande si cela signifie que Tessia y participera aussi, mais apparemment non. Férit dit que la raison est que la famille royale ne peut pas risquer que leur princesse sans défense soit de nouveau kidnappée, ce qui est un argument valable, mais Tessia n'a vraiment pas apprécié qu'on la qualifie de sans défense, alors elle frappe Férit au visage et l'envoie involontairement voler. Férit est assommé par ce coup, et ce n'est pas une bonne image pour Tessia, alors Arthur l'attrape et s'enfuit avant qu'une foule ne se forme. Une fois à une distance sûre, Arthur crie sur Tessia parce qu'une princesse ne peut pas se permettre de frapper ses sujets sans raison, bien qu'Arthur n'ait pas vraiment le droit de se plaindre de la violence vu comment il a vécu sa vie passée. Tessia ne comprend pas quel est le problème parce qu'elle est presque sûre que Férit est toujours en vie, mais Arthur lui crie dessus tout comme son père, alors elle l'appelle « vieil homme » et s'enfuit en pleurant. Plus tard dans la nuit, Tessia pleure toujours dans sa chambre. Alors pour la remonter le moral, Arthur se faufile jusqu'à sa fenêtre et l'invite à venir avec lui pour regarder la forêt. Tessia accepte de l'accompagner, mais alors qu'il marche dans la forêt, elle lui demande si c'est vraiment sans danger. Arthur lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que s'il tombe sur des kidnappeurs ici, ils sont assez forts pour s'échapper sans trop de problèmes. De plus, la vue du ciel nocturne vaut le risque. Arthur demande à Tessia si elle commence à avoir sommeil,
et elle est clairement sur le point de sombrer dans le pays des rêves, mais elle insiste pour dire qu'elle va bien. Arthur lui dit qu'elle peut dormir si elle veut, mais cela pourrait être la dernière fois que Tessia passe un moment de qualité comme celui-ci avec Arthur, alors elle dit qu'elle va rester éveillée. Cependant, elle est si fatiguée qu'elle commence à halluciner des monstres dans les arbres, et Arthur trouve ça drôle qu'elle ait encore peur des fantômes à son âge. Tessia lui dit qu'elle n'a pas peur des fantômes, et elle insiste sur le fait que son corps ne tremble que parce qu'elle a froid, alors elle jette plus de bois dans le feu. Elle demande ensuite à Arthur de lui parler un peu du royaume humain pour l'aider à rester éveillée, mais Arthur ne sait pas grand-chose à ce sujet parce qu'il n'y est jamais allé. Tessia lui dit qu'elle veut qu'Arthur reste ici pour toujours, et il aimerait bien rester avec elle aussi, mais cela voudrait dire qu'il ne reverrait plus jamais sa famille. Il veut continuer à parler, mais Tessia s'est déjà endormie, alors il décide d'arrêter là pour la nuit. Le jour du départ d'Arthur arrive enfin, mais avant qu'il ne parte, Virion a un cadeau à lui offrir. C'est une boussole spéciale qui aidera Arthur à retrouver le chemin du royaume des elfes s'il veut un jour revenir. Arthur le remercie pour le cadeau, mais il remarque alors que Tessia n'est pas là, alors il demande si quelqu'un l'a vue, mais apparemment, elle n'a pas pu se résoudre à regarder Arthur partir. Le portail finit par s'ouvrir, et Arthur est sur le point de passer, mais il entend alors Tessia l'appeler. Elle court dans la rue pour le rejoindre, mais elle tombe à mi-chemin, alors Arthur court pour voir si elle va bien. Il tend une main pour l'aider à se relever, et Tessia commence à divaguer, disant à Arthur qu'il ferait mieux de prendre soin de lui une fois partie, ou elle ne lui pardonnera jamais. Arthur sait qu'elle est vraiment inquiète pour lui, alors il la relève et lui fait un dernier câlin, disant à Tessia qu'elle va beaucoup lui manquer. Après son arrivée dans la ville de Cyrus, Arthur retrouve ses parents et découvre qu'il a maintenant une petite sœur. Elle s'appelle Elianor, et Alice et Reynold lui racontent des histoires sur Arthur depuis des années, alors elle est ravie de le rencontrer. Ils entrent tous à l'intérieur, et Alice commence immédiatement à demander à Arthur s'il va bien. La dernière fois qu'il leur a parlé, Arthur a mentionné quelque chose à propos d'être malade, alors elle veut savoir s'il a réussi à aller mieux. Arthur lui dit qu'il va bien et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour lui, mais il a encore beaucoup de choses dont il veut parler. Alors, Arthur explique tout ce qu'il a vécu après avoir été séparé de sa famille. Cependant, il omet la partie où il a rencontré Sylvia et son vouloir de bête. Il leur parle de sa rencontre avec Tessia et du temps qu'il a passé dans le royaume des elfes pour guérir de son mal. Alice lui demande s'il est sûr qu'il va bien, car s'il devait rechuter, il n'aurait aucun moyen de le guérir ici, mais Arthur la rassure en disant que cela n'arrivera pas. Il ne peut pas leur parler de son vouloir de bête, alors il invente une cause et leur dit que sa maladie était due à un réveil trop précoce, rendant son noyau de mana instable. Arthur n'aime pas le fait d'avoir menti à ses parents, mais il serait trop dangereux pour lui de tout leur dire, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez forts pour faire face aux menaces potentielles. C'est alors que Reynold remarque Sylvie et demande à Arthur d'où elle vient. Arthur invente quelque chose et dit à Reynold qu'il l'a trouvée dans une grotte de bêtes de mana. À partir de là, il a décidé de la prendre sous son aile et d'en faire son animal de compagnie, et Elianor semble bien s'entendre avec elle. Cela dit, Reynold a encore des questions, alors il se lève et demande à Arthur à quel stade en est son noyau de mana maintenant. Alice réprimande Reynold pour avoir essayé de provoquer Arthur alors qu'il vient juste de rentrer d'un long voyage, mais Reynold ne voit rien de mal à vouloir mesurer la force de son fils. Arthur ne voit pas d'inconvénient, mais avant de répondre à d'autres questions, il veut savoir quel travail fait Reynold pour pouvoir se permettre de vivre dans une si belle maison. Reynold explique qu'il travaille comme instructeur de sécurité à l'hôtel des Ventes Elstea, et que son noyau de mana est actuellement orange foncé. Arthur est vraiment impressionné d'entendre cela, car il est plutôt difficile d'atteindre un noyau de mana orange. Les noyaux de mana vont du noir jusqu'au blanc, et plus la couleur du noyau est claire, plus le noyau devient puissant. Reynold est un augmenteur, alors il passe évidemment beaucoup de temps à entraîner son corps, mais qui aurait cru qu'il entraînait aussi son noyau de mana en même temps? Reynold est vraiment fier de lui, alors il demande à Arthur à quel stade en est son noyau de mana, et Arthur lui dit qu'il est au stade rouge clair. Reynold maudit en réalisant qu'Arthur a presque rattrapé son niveau, mais il a oublié qu'Elianor était dans la pièce, alors maintenant elle répète des gros mots sans arrêt. Reynold ne peut toujours pas croire qu'Arthur est à une percée de le surpasser en force, et il refuse de prendre cela à la légère, alors il demande à Arthur de faire un match d'entraînement avec lui dans le jardin maintenant. Arthur accepte le match, mais avant qu'il ne puisse sortir, les portes du salon s'ouvrent brusquement alors que Vincent entre pour demander si le fils de Reynold est de retour. Reynold présente l'homme à Arthur comme étant Vincent Elstea, et il est le propriétaire de l'hôtel des Ventes où travaille Reynold, donc c'est en quelque sorte son patron. Vincent et sa femme, Tabitha, sont tous deux heureux de rencontrer Arthur enfin, car elle a entendu beaucoup de choses sur lui, et Arthur dit qu'il est honoré de les rencontrer aussi. Vincent est surpris par la politesse d'Arthur, car il sait qu'Arthur n'a pas pu apprendre les bonnes manières de Reynold. Ensuite, Vincent et Tabitha présentent Arthur à leur fille, Lilia, et au début, elle est assez réservée avec Arthur, mais dès qu'elle aperçoit Sylvie sur son épaule, elle tombe amoureuse.
Elle demande à Arthur si elle peut toucher Sylvie, et une fois qu'il lui donne la permission, elle commence immédiatement à la câliner. Pendant que Lilia fait cela, Reynolds informe Arthur que Vincent est techniquement le propriétaire de cette maison, alors il devrait probablement obtenir sa permission avant de détruire quoi que ce soit. Vincent s'inquiète dès qu'il entend Reynolds mentionner la destruction, et ses craintes sont confirmées lorsqu'il découvre que Reynolds et Arthur prévoient de s'entraîner dans le jardin. Tout le monde sort pour regarder le match, mais Vincent demande s'il est vraiment acceptable qu'Arthur et Reynolds se battent. Il a du mal à croire que quelqu'un d'aussi jeune qu'Arthur ait pu atteindre le stade du noyau rouge clair, mais Alice sait qu'Arthur a toujours appris rapidement. De plus, il n'a pas de raison de mentir à ce sujet, alors Tabitha dit à Vincent de s'asseoir et de profiter du spectacle. En réalité, Arthur aurait pu atteindre le stade orange il y a des années, mais pendant qu'il s'entraînait avec son vouloir de bête, il n'avait pas le droit d'entraîner son noyau de mana, mais il a d'autres tours qu'il meurt d'envie de montrer. Alors que le match commence, Arthur et Reynolds échangent des coups, et Reynolds est impressionné par la force d'Arthur, mais il est toujours capable de le dominer en termes de puissance. Finalement, une distance se crée entre eux, et Reynolds dit qu'il veut monter d'un cran, alors il enflamme sa main et dit à Arthur qu'il peut abandonner maintenant s'il le souhaite. Tous les mages de ce monde ont un type de mana élémentaire avec lequel ils sont le plus compatibles, et bien que les conjureurs puissent facilement manipuler ces éléments, ce n'est pas le cas pour les augmenteurs. Cependant, il y a une exception à cette règle, car lorsque les augmenteurs atteignent un certain niveau, ils sont capables d'identifier leur élément compatible et de l'utiliser pour renforcer leurs attaques. Le fait d'imprégner son corps de magie de feu a rendu Reynolds beaucoup plus difficile à affronter, alors Arthur décide de tout donner et commence à canaliser du mana dans ses bras. Les deux s'affrontent à nouveau, et cette fois, ils sont beaucoup plus égaux, mais Arthur est toujours repoussé par la force de Reynolds. Toutes les connaissances d'Arthur de sa vie passée ont rendu son entraînement avec Virion très efficace, à tel point qu'il a pu maîtriser complètement la magie du feu très tôt dans son entraînement, alors Virion lui a dit qu'il pourrait commencer à s'entraîner pour aller au-delà du feu ordinaire, et voici le résultat de cet entraînement. Arthur rassemble à nouveau du mana dans ses mains, mais cette fois, des éclairs commencent à crépiter autour de lui alors qu'il génère de la foudre. Reynolds ne peut pas croire qu'Arthur est vraiment capable d'utiliser une forme supérieure de magie du feu, mais Arthur n'a pas fini. Tout en utilisant la foudre, il commence simultanément à contrôler l'eau de la fontaine et l'utilise pour attaquer Reynolds par derrière. Reynolds parvient à bloquer l'attaque, mais il est complètement choqué qu'Arthur soit capable d'utiliser à la fois les éléments du feu et de l'eau. Il ne pourrait pas être plus fier de son garçon, alors il serre Arthur dans ses bras et lui demande où il a appris à faire cela et s'il a d'autres tours intéressants à partager. Arthur explique qu'il a seulement récemment appris à utiliser la magie de la foudre et qu'il ne peut toujours pas bien la contrôler, mais il fait de bons progrès. Eleanor court sur le terrain pour vérifier qu'Arthur et Reynolds vont bien, pendant que Vincent et Tabitha restent là, stupéfaits, car aucun enfant normal ne devrait être capable de faire ce qu'Arthur vient de faire. Plus tard dans la soirée, ils s'assoient tous pour dîner, et Vincent ne cesse de parler de l'impressionnante performance d'Arthur. Reynolds dit qu'il sait qu'Arthur est spécial depuis qu'il a éveillé son mana à l'âge de 3 ans, mais cela semble incroyable à Vincent, car même les génies de ce monde n'éveillent leur mana qu'à l'âge de 8 ans environ, bien que la plupart des génies ne fassent pas exploser leur maison dans le processus. Reynolds éclate de rire en se rappelant cet incident, mais peut-être a-t-il ri un peu trop fort, car il finit par tomber de sa chaise. C'est alors que Vincent se lève et suggère qu'Arthur pourrait s'inscrire à l'Académie de Cyrus. Reynolds n'avait même jamais envisagé une telle chose, car l'Académie de Cyrus est une institution où étudient principalement des mages riches et influents. Tabitha est d'accord avec Vincent et dit qu'il pourrait même sponsoriser les frais de scolarité d'Arthur, car quelqu'un d'aussi talentueux que lui est destiné à accomplir de grandes choses dans le futur. Alice hésite à accepter leur offre, car ils les ont déjà beaucoup aidés, et maintenant ils veulent aussi payer l'éducation d'Arthur. Sans parler du fait qu'Arthur n'a que 8 ans, et que l'Académie a une limite d'âge de 10 ans. Vincent dit qu'il y a déjà pensé, et en raison de la nature de son travail, il connaît personnellement la directrice de l'Académie, alors s'il lui parle, il est sûr qu'il peut obtenir une exception pour Arthur. Cependant, avant que Vincent ne dise quoi que ce soit de plus, Arthur prend la parole et dit qu'il serait bien qu'il lui demande son avis avant de décider d'une telle chose. Arthur vient juste de retrouver sa famille aujourd'hui, et il aimerait passer du temps avec eux avant que quiconque ne parle de l'envoyer à l'école. Il s'excuse ensuite de la table du dîner et commence à marcher dans les couloirs, mais il ne connaît pas encore bien la disposition de cette maison. C'est alors que Lilia l'appelle et l'avertit qu'Arthur pourrait se perdre dans le sous-sol s'il continue dans cette direction. Elle dit à Arthur de la suivre, et Arthur n'a rien de mieux à faire pour l'instant, alors il le fait et est conduit dans l'une des salles de repos où tous les domestiques se rassemblent. Tous les domestiques accueillent Lilia, car elle vient souvent ici quand elle a du temps libre, et bien qu'Arthur ne soit arrivé qu'aujourd'hui, ils savent tous qui il est parce qu'il a brûlé le jardin pendant son combat avec Reynolds plus tôt. Arthur s'excuse pour les problèmes causés, mais ils ne sont pas vraiment fâchés. Lilia demande à Maria s'il reste du canard,
et il en reste, mais Maria avertit Lilia de faire attention à la quantité qu'elle mange, car elle a pris du poids récemment. Une des servantes dit à Arthur que Lilia vient souvent ici quand elle est stressée. Ses parents veulent vraiment qu'elle éveille son mana, alors ils lui font suivre des cours sans arrêt. Bien sûr, Lilia veut aussi devenir mage, mais la pression pèse sur elle, alors elle a besoin de pauses de temps en temps. Plus tard dans la nuit, Arthur passe du temps avec ses parents, et ils sont toujours très heureux d'avoir leur petit Arthur de retour. Il a beaucoup changé depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu, mais il est toujours la même personne à l'intérieur. C'est génial qu'avec son talent, Arthur soit destiné à devenir un grand mage un jour, mais quoi qu'il en soit, ses parents l'aimeront toujours. Ils aimeraient rester et parler plus longtemps, mais ils sont sûrs qu'Arthur doit être fatigué après une longue journée, alors ils se lèvent et lui souhaitent une bonne nuit. Mais avant de partir, Reynolds veut lui parler de ce que Vincent a dit plus tôt. Cela peut sembler qu'il est insistant, mais tout ce qu'il a dit était dans l'intérêt d'Arthur, et personne ne s'attend à ce qu'il aille à l'académie s'il ne le veut pas. Le lendemain matin, Arthur se réveille et se précipite en bas parce qu'il a des invités qui viennent le voir. Les membres des Twinhorn ont entendu qu'Arthur était de retour, alors ils sont venus vérifier de ses nouvelles. Arthur est heureux de les revoir, mais Angela est encore plus heureuse de le voir, car elle lui fait un gros câlin. Une fois qu'Angela le lâche enfin, Arthur salue les autres membres des Twinhorn, mais soudain, Jasmine commence à toucher le corps d'Arthur. Cela peut sembler bizarre, mais elle vérifie juste qu'il n'a pas subi de blessure permanente, et une fois sûre qu'il va bien, elle le serre dans ses bras et s'excuse pour ce qui s'est passé. Elle se reproche de ne pas avoir pu protéger Arthur le jour où il a été séparé de tout le monde, alors elle est incroyablement soulagée de le voir s'en sortir indemne. Un peu plus tard, tout le monde se calme pour se rattraper, et Arthur est surpris d'apprendre que les Twinhorn ont passé du temps dans la ville reculée des Statines. Ils ont obtenu un travail très lucratif là-bas, mais ils ont dû revenir à la capitale pour une mission. Entendre parler de leur voyage a fait réaliser à Arthur qu'il ne connaît pratiquement rien du royaume de Sapin, sans parler du continent de Dicatan. Devenir un aventurier serait un bon moyen d'en apprendre plus sur le monde, mais cela voudrait dire qu'il devrait quitter sa famille à nouveau, et il n'est pas sûr de vouloir faire cela. Quelques jours plus tard, Arthur est de retour dans sa chambre en train de s'entraîner avec sa volonté de bête, et il découvre qu'elle lui accorde le pouvoir de figer le temps. Mais à son niveau actuel, il ne peut maintenir le temps figé que pendant quelques secondes, et cela l'épuise complètement à chaque tentative. Il commence à se demander si cela vaut vraiment la peine de fournir autant d'efforts pour un pouvoir qu'il ne comprend pas, mais ensuite il se rappelle qu'il fait cela pour protéger les gens qui lui sont chers, donc peu importe à quel point c'est difficile, il va continuer à s'entraîner. Mais avant cela, il réalise que Sylvie sent vraiment mauvais, alors il l'emmène immédiatement au bain. Sylvie déteste être lavée, mais Arthur refuse de la laisser violer ses narines dans ce magnifique manoir. En parlant du manoir, puisque la famille y possède une maison aussi luxueuse, il se dit que leur maison de vente aux enchères doit être très rentable, mais il ne sait pas grand-chose à leur sujet. Arthur finit par terminer de nettoyer Sylvie, alors il la sèche sur son lit, mais sa famille entre et lui dit que c'est son tour de se laver. Arthur n'a pas vraiment prêté attention à son apparence pendant son séjour dans le royaume des elfes, alors sa mère l'emmène chez son coiffeur préféré, et le coiffeur promet de le rendre fabuleux. Il a à peu près la même apparence, mais ses cheveux sont un peu plus courts maintenant, alors tout le monde dit qu'il a l'air super cool. Arthur demande pourquoi ils se sont soudainement intéressés à son apparence, alors Tabitha lui dit qu'elle pensait lui faire visiter leur maison de vente aux enchères. Mais la maison de vente aux enchères Ellie est si prestigieuse que les membres de la famille royale viennent souvent en tant qu'invités, alors ils ne pouvaient pas le laisser entrer avec ses cheveux de homme des cavernes. Tabitha propose de faire visiter la ville de Syro à Arthur puisqu'ils sont déjà là, et Eleanor dit qu'elle veut les accompagner parce qu'elle veut passer du temps avec son grand frère. Lilia est un peu jalouse parce qu'avant le retour d'Arthur, Eleanor traînait toujours avec elle, mais elle veut aussi passer du temps avec Arthur, donc elle n'est pas trop contrariée. Le groupe passe toute la journée ensemble et s'amuse à jouer au lancer d'anneaux sur une statue à proximité. Mais alors qu'Arthur s'occupait de ses affaires, un groupe de gars a décidé de lui lancer un anneau sur la tête avant de partir. Arthur est très confus, alors il demande à Lilia si elle sait ce que c'était, car ces gars semblaient vraiment irrespectueux. Elle explique que ce sont des étudiants de l'académie de Syro, et qu'ils agissent ainsi parce qu'avec cet uniforme, tout le monde en ville les traite pratiquement comme des membres de la royauté. Arthur est déçu parce qu'il ne pensait pas avoir à faire face à des gamins snobs de l'académie ici, mais il décide d'ignorer cela pour l'instant. Peu de temps après, Arthur sent une énergie intéressante provenant d'un magasin, alors il va vérifier, et ses parents lui expliquent que ce magasin vend des cœurs de bêtes. Arthur est stupéfait parce qu'il ne savait pas que les cœurs de bêtes pouvaient être achetés et vendus, car il n'avait jamais vu cela dans le royaume des elfes, mais c'est assez courant ici dans le royaume humain. Tabitha avait expliqué que les cœurs de bêtes peuvent être utilisés pour augmenter la force des mages, et s'ils ont une volonté de bête, ils peuvent coûter jusqu'à 100 pièces d'or. Pour donner une idée, c'est assez d'argent pour que la famille d'Arthur vive confortablement pendant les 250 prochaines années.
Tabitha dit à Arthur que la maison de vente aux enchères va en fait vendre des cœurs de bêtes plus tard, alors elle peut lui laisser toucher un cœur s'il le souhaite. Arthur apprécie l'offre, mais il n'est pas particulièrement intéressé car il est satisfait du cœur de bête qu'il a obtenu de Sylvie. Juste à ce moment, Lilia prend la parole et demande à sa mère si elle peut avoir un cœur de bête, mais Tabitha refuse fermement parce que simplement obtenir un cœur de bête ne l'aidera pas à s'éveiller en tant que mage, et en plus, elle pense que c'est bien trop cher pour une enfant comme Lilia. Lilia continue d'essayer de la convaincre de lui acheter un cœur de bête, mais Tabitha reste ferme et dit qu'elle a fini de parler de cela. Ils vont ensuite déjeuner dans un café, mais Arthur peut voir que Lilia est vraiment contrariée par cela. D'après la conversation précédente, il comprend que Tabitha ne veut pas que Lilia précipite son éveil, mais Lilia semble impatiente pour une raison quelconque. Il est sur le point de lui demander, mais il remarque alors que Lilia a disparu, et pour une raison inexplicable. Même si Tabitha était assise juste à côté d'elle, elle n'a rien dit lorsque sa fille s'est levée et s'est dirigée vers une ruelle sombre. Arthur se lève pour la suivre et retrouve Lilia dans un magasin de magie. Elle regarde actuellement l'un des cœurs de bête les moins chers, et avec son argent de poche, elle pourrait se permettre de l'acheter elle-même. Mais Arthur lui demande si elle est sûre de vouloir faire cela, car même si elle obtient un cœur de bête, cela ne signifie pas qu'elle pourra soudainement utiliser la magie, mais Lilia dit qu'elle ne saura pas avec certitude avant d'essayer. Elle tend la main vers le cœur de bête, mais Arthur attrape sa main et lui dit d'attendre car il ne pense pas que ce soit une bonne idée. Cependant, Lilia ne veut pas entendre cela d'Arthur parce qu'il ne pourrait jamais comprendre ce qu'elle ressent alors qu'il est si spécial. Elle se libère d'Arthur, mais dans le processus, elle heurte accidentellement un garçon derrière elle, et il s'avère que ce sont les étudiants de Siro de tout à l'heure. Elle s'excuse de l'avoir bousculé, mais l'ego du garçon est trop gonflé pour accepter que ce n'était qu'une erreur honnête, alors les garçons prévoient de provoquer une bagarre. Le propriétaire du magasin entend tout le remue-ménage et sort pour voir ce qui se passe, mais il voit alors l'uniforme de l'académie de Siro et ne veut rien avoir à faire avec ses morveux, alors il fait semblant de n'avoir rien vu et retourne dans son bureau. Les garçons de Siro ont maintenant le champ libre pour faire ce qu'ils veulent, et la première chose qui leur vient à l'esprit est de brûler Arthur et Lilia. Lilia se cache derrière Arthur pour se protéger, et Arthur aimerait résoudre cela pacifiquement, mais ces gars n'ont pas l'air ouverts à la raison, alors il se prépare à les écraser. Cependant, avant que la bagarre ne commence, Tabitha et Alice arrivent et exigent que tout le monde dissipe sa magie immédiatement. Les garçons ne se soucient pas d'abord de Tabitha et lui demandent si elle pense pouvoir les arrêter. Le propriétaire du magasin sort même et supplie Tabitha de ne pas énerver les garçons parce qu'ils ont le pouvoir de détruire tout le magasin s'ils le veulent. Cependant, Tabitha leur dit que même les étudiants de l'académie ne seront pas pardonnés s'ils touchent ne serait-ce qu'un cheveu de la fille de la famille Elstia. Dès que les garçons réalisent que Lilia est un membre de la famille Elstia, ils paniquent parce que la famille Elstia est l'un des plus grands donateurs de l'académie, donc ils seraient certainement expulsés si le directeur venait à l'apprendre. Ils partent rapidement sans causer plus de problèmes, mais pas avant d'avoir traité Lilia de « bébé gâté incompétent ». Après cela, tout le monde rentre à la maison, et une fois arrivés, ils informent Vincent de ce qui s'est passé. Il est choqué d'apprendre qu'Arthur et Lilia ont failli se battre avec des étudiants de l'académie, mais Tabitha a pu arrêter cela avant que quelque chose de grave ne se produise, notamment parce qu'Arthur aurait pu tuer ces garçons si elle n'était pas intervenue. Lily s'excuse d'avoir causé autant de problèmes, mais Vincent lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, elle n'a rien fait de mal, et avec toutes les donations qu'il a faites à l'académie, un incident comme celui-ci n'affectera pas ses chances d'y entrer. Il dit aussi à Arthur que la même chose s'applique à lui, mais Lilia est si peu sûre d'elle qu'elle pense que son père dit qu'il veut qu'Arthur s'inscrive à l'académie à sa place. Ses parents essaient de la rassurer en disant que ce n'est pas ce qu'ils veulent dire, mais Lilia se considère comme un échec parce qu'elle ne peut pas utiliser la magie, alors elle croit que ses parents doivent aussi penser qu'elle est un échec. Elle crie qu'elle les déteste tous les deux et s'enfuit, les laissant vraiment confus. Quelques heures plus tard, c'est l'heure du dîner, alors Arthur va appeler Lilia, mais il découvre qu'elle n'est pas dans sa chambre. Quand Lilia était jeune, Vincent lui racontait souvent des histoires sur l'académie, alors Lilia avait hâte d'y aller, et cela l'a rendue impatiente. Cependant, elle ne pourrait pas s'inscrire avant d'avoir éveillé son mana, mais cela a pris plus de temps que prévu. Ses parents lui ont toujours dit qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter, mais ensuite elle a vu Arthur maîtriser la magie à un si jeune âge, et cela l'a fait se sentir insignifiante. Arthur finit par la trouver assise seule dans la salle de repos du personnel, et il veut dire quelque chose pour la remonter le moral, mais il ne veut pas que cela semble comme s'il la regardait de haut, alors il ne sait pas comment aborder la situation. Cependant, avant qu'Arthur ne puisse dire quoi que ce soit, Lily s'excuse d'être jalouse de lui. Après qu'Arthur a démontré son pouvoir, il a attiré toute l'attention de son père, mais elle ne lui en veut pas parce que c'est de sa faute si elle est si incompétente. Elle pense vraiment que ses parents sont déçus d'elle, et Arthur comprend les sentiments de doute qui doivent traverser son esprit, alors il lui prend le visage et lui dit qu'elle n'est pas une déception. Il peut voir qu'elle a travaillé dur, et ses parents le comprennent aussi.
Arthur est sûr qu'ils sont très fiers d'elle, donc le fait qu'un anomalie comme lui soit apparu ne changera pas cela. Lilia rit parce qu'elle réalise maintenant à quel point elle était ridicule. Son père veut qu'elle devienne une mage pour qu'elle soit heureuse. C'est pourquoi il a fait tant de donations pour s'assurer qu'elle soit acceptée à l'académie. Elle comprend que ses parents ne veulent pas qu'elle se pousse trop dur, mais plus Vincent fait pour sécuriser la position de Lilia, plus les autres la regarderont comme une enfant gâtée. Alors Arthur veut l'aider. Il lui demande si elle veut vraiment pouvoir utiliser la magie, parce que si c'est le cas, il connaît une méthode pour accélérer les choses. Quelques heures plus tard, Arthur dit aux parents de Lilia qu'elle a quitté la maison, et ils sont pris au dépourvu, alors il lui demande de s'expliquer. Arthur leur dit qu'il a envoyé Lilia s'entraîner pour qu'elle puisse éveiller sa magie, mais au cas où ils s'inquiéteraient, il les assure que les personnes à qui il a envoyé Lilia sont vraiment gentilles. Vincent et Tabitha lui demandent pourquoi il a envoyé Lilia sans leur permission, mais Arthur leur dit que c'est Lilia qui a voulu que cela se passe ainsi. Si elle avait parlé à ses parents avant de partir, sa résolution aurait vacillé. Mais elle a laissé une lettre pour eux, alors Arthur la remet à Vincent. La lettre explique comment Lilia s'est toujours sentie inutile parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie, alors peu importe combien d'années cela prendra, elle va s'entraîner dur pour devenir une mage incroyable. Cependant, jusqu'à ce moment-là, elle ne rentrera pas à la maison, alors elle dit à ses parents de prendre soin d'eux. Vincent tombe à genoux dans le désespoir parce qu'il réalise que tout est de sa faute. C'est lui qui a renforcé l'idée que Lilia devait devenir une mage pour être heureuse. En vérité, qu'elle puisse utiliser la magie ou non, elle sera toujours sa fille, alors il ne pourrait jamais la considérer comme inutile. Après que Vincent a dit cela, Arthur dit à Lilia qu'il est temps de sortir, et à la surprise de Vincent, elle était cachée derrière la porte tout ce temps. Vincent demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Alors d'abord, Arthur s'excuse de les avoir trompés. Il sait à quel point cela peut être dévastateur de penser que votre enfant a soudainement disparu, et il est vraiment désolé de leur avoir fait subir cela, mais il a fait pour prouver à Lilia que ses parents l'aimeraient qu'elle puisse utiliser la magie ou non. Vincent comprend pourquoi Arthur a fait cela, alors il n'est pas en colère, et en fait, il réalise maintenant à quel point il avait tort, alors il va vers Reynold et Alice et s'excuse auprès d'eux d'avoir essayé d'envoyer Arthur à l'académie alors qu'il venait de rentrer à la maison. Il veut aussi s'excuser auprès de Lilia pour lui avoir pratiquement forcé la main à devenir une mage. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'académie, et qu'elle n'a pas besoin de devenir une mage pour vivre une vie heureuse, alors elle est libre de faire ce qu'elle veut. Lilia apprécie cela, mais elle dit à son père qu'elle veut toujours aller à l'académie, même si cela lui prend quelques années de plus pour éveiller sa magie. Elle dit qu'elle veut devenir une mage qui peut utiliser la magie pour rendre les autres heureux, et si elle est sûre que c'est ce qu'elle veut, Arthur dit qu'il éveillera sa magie pour elle. Puisqu'il va éveiller le mana de Lilia, il décide de faire de même pour Eleanor, alors toutes les deux s'assoient au milieu de la pièce. Il leur dit que la première étape est de prendre de grandes inspirations et d'expirer lentement avec les yeux fermés pour qu'elles puissent sentir leur mana. Eleanor arrive à le sentir immédiatement, mais Lilia ne ressent toujours rien. Elle se demande si elle n'a tout simplement aucun talent pour la magie, mais Arthur lui dit qu'elle doit juste persévérer. Il place ensuite sa main sur le dos d'Eleanor et de Lilia et les avertit qu'il va stimuler leur mana, alors elle pourrait ressentir un peu de chaleur. Une fois qu'Arthur a terminé le processus, Lilia commence à voir des lumières scintillantes, ce qui signifie que son mana s'est enfin éveillé, et elle ne pourrait pas être plus heureuse. Plus tard, Arthur et sa famille sont invités à la maison de vente aux enchères Elstia, et ils sont émerveillés par l'immensité des lieux. Alice craint de ne pas être à la hauteur d'un événement aussi prestigieux, mais Tabitha la rassure en disant que tout ira bien et qu'ils devraient simplement profiter de leur soirée. Les enchères de Elstia sont un événement que les aventuriers et les aristocrates attendent avec impatience, car c'est une occasion rare d'acheter des objets rares collectés par Vincent. Parmi ces objets rares figurent des noyaux de bêtes magiques et des statues étrangères coûteuses, ce qui explique pourquoi la sécurité est très stricte, et Reynold est responsable de tous les gardes. Une fois les enchères commanditées, Vincent monte sur scène et annonce qu'ils ont des invités spéciaux ce soir, la famille royale du royaume de Sapin, le roi Brian, la reine Priscilla, et les jeunes princes et princesses, Curtis et Catherine. Tout le monde acclame la famille royale, alors Arthur suppose qu'ils doivent être de bons dirigeants pour que le peuple les apprécie autant. Avec la présence de la famille royale, Reynold et les autres gardes sont en alerte maximale pour éviter tout incident. Pendant ce temps, à l'intérieur, Vincent commence les enchères avec le premier objet. Il s'agit d'une lame forgée par un artisan célèbre, à laquelle on a ajouté du mana pour faire circuler de l'électricité à son extrémité. L'offre de départ pour l'épée est de 50 pièces d'or, mais un des participants enchérit immédiatement à 51. Alors que les enchères s'enchaînent, Arthur se demande s'il serait possible pour lui d'ajouter un élément à une arme si celle-ci s'y prête. C'est alors qu'il remarque Vincent apporter une paire de masques, et Arthur semble plutôt intéressé, mais il constate ensuite que Sylvie a disparu. Il pensait d'abord qu'elle jouait avec Lilia ou Eleanor, mais il les voit endormis là-bas, alors il se lève pour partir à sa recherche. Pendant ce temps,
Sylvie se promène dans les couloirs de la maison de vente sans se soucier de rien, mais soudain, elle est arrêtée par le mage accompagnant la famille royale. Sur scène, Vincent présente le prochain objet des enchères et informe tout le monde qu'il s'agit d'un lionceau de rang A. Dès qu'il le voit, le prince Curtis dit à son père qu'il en veut un, alors dès que les enchères commencent, le roi propose immédiatement 1000 pièces d'or pour l'animal. Bien sûr, personne n'ose surenchérir face au roi, donc le lionceau lui est vendu sans délai. Le roi monte sur scène pour récupérer le lionceau, et Vincent lui demande ce qu'il compte en faire. Le roi lui répond qu'il pourrait l'apprivoiser lui-même, mais Curtis a exprimé son désir de devenir dompteur de bêtes, alors il compte le lui confier. Au même moment, Arthur est occupé à chercher Sylvie lorsqu'il entend son cri provenant du couloir. Il court dans sa direction et trouve le mage en train d'observer Sylvie, et il reconnaît immédiatement celui-ci comme étant celui qui accompagnait la famille royale, alors il préfère éviter de créer des problèmes. Il demande poliment au mage de laisser Sylvie partir, car c'est sa bête Mana, et le mage est déçu d'entendre cela, car il pensait qu'elle faisait partie des objets des enchères. Sylvie court se réfugier auprès d'Arthur, et celui-ci s'apprête à partir, mais le mage déclare qu'il est toujours intéressé par Sylvie et qu'il cherchait à acquérir une bête Mana pour lui-même, alors il exige qu'Arthur lui cède Sylvie. Arthur le regarde comme s'il était stupide et lui demande ce qui lui fait croire qu'il ferait une telle chose. Mais plutôt que d'accepter le refus d'Arthur, le mage projette des flammes vers lui pour l'intimider et déclare que c'est un ordre d'un mage royal, mais Arthur reste impassible et décide de s'en aller. Cependant, cela ne fait qu'augmenter la colère du mage, qui menace alors de faire payer les parents d'Arthur. Et bien qu'Arthur soit prêt à ignorer les menaces le concernant, il ne tolérera pas celles visant sa famille. Il se retourne et défie le mage de répéter ces mots, tout en libérant une effroyable quantité d'intentions meurtrières. Cependant, il a dû oublier qu'il se trouve dans la maison de vente de Vincent, car son intention meurtrière se propage dans tout le bâtiment, brisant toutes les fenêtres en un instant. Ceux qui possèdent du mana, comme le roi, résistent à cette pression, mais ceux qui n'en ont pas, comme Vincent, sont immédiatement mis hors d'état. Le roi se précipite pour vérifier l'état de Vincent, et les gardes royaux encerclent le roi, car ils supposent que l'intention meurtrière provient d'un intrus. Le roi leur dit qu'il peut se défendre lui-même et qu'il devrait plutôt se concentrer sur la protection des autres et l'arrestation de l'intrus. Arthur réalise rapidement ce qu'il vient de faire, et bien qu'il ait réussi à effrayer le mage royal, il sait qu'il vient de causer de gros problèmes. Il dissipe son intention meurtrière, mais les dégâts sont faits, tout le monde est maintenant en panique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, alors Reynold ordonne à tout le monde d'évacuer temporairement le temps qu'il règle la situation. Suite à cet incident, une fois tout le monde évacué, le roi demande à parler en privé avec Reynold. Il veut lui faire part de son échec à capturer le coupable à temps, et Reynold s'excuse sincèrement, mais malheureusement, le roi déclare qu'il doit être puni. Reynold est prêt à accepter toute punition que le roi jugera appropriée, mais avant que le roi Brian ne puisse statuer, le mage royal intervient et demande au roi de considérer le pardon de Reynold, car il n'y a eu aucune victime. Cependant, le mage ne fait pas cela par bonté, et il le montre clairement en commentant à quel point la bête Mana d'Arthur semble magnifique. Le roi présente Sébastien à tout le monde et explique qu'il est un mage assurant la sécurité de la famille royale. Sébastien a sauvé la vie du roi à maintes reprises, alors ce dernier a une très haute opinion de lui. Et lorsqu'il a entendu Sébastien exprimer son intérêt pour la bête Mana d'Arthur, il demande à Reynold s'il serait prêt à la lui offrir en remerciement pour sa clémence. Arthur tente de protester, mais Alice l'arrête, car il est impoli de parler ainsi à un membre de la royauté sans y être invité. Reynold répond alors à la demande du roi en déclarant qu'il ne peut pas accepter, car Arthur a acquis Sylvie par ses propres moyens, et Reynold n'a pas le droit de la donner à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, le roi décide de demander directement à Arthur. Alors il se tourne vers lui et lui demande s'il serait prêt à céder Sylvie à Sébastien, mais Arthur décline poliment, car rien ne pourra jamais remplacer Sylvie. Le roi propose alors d'échanger le lionceau qu'il vient d'acheter contre Sylvie, affirmant que bien que la bête Mana d'Arthur semble rare, le lionceau devrait valoir davantage. Mais une fois de plus, Arthur refuse et déclare au roi qu'il n'a pas l'intention de céder, vendre ou échanger Sylvie pour quelque raison que ce soit. Le roi commence à s'impatienter et dit à Arthur qu'il lui a déjà demandé 2 fois, et qu'un roi ne devrait pas avoir à répéter une requête. Il lui demande une dernière fois de renoncer à sa bête Mana, mais l'insistance du roi commence à irriter Arthur, qui se lève et demande au roi s'il serait prêt à vendre ses enfants. Cette question stupéfie tellement le roi qu'il ne sait quoi répondre. Mais Arthur poursuit en rappelant au roi qu'il a déjà refusé sa demande 3 fois, et qu'il refuse d'accepter que certaines choses sont trop précieuses pour être vendues. Alors, il veut savoir comment le roi réagirait si quelqu'un venait lui demander d'acheter ses enfants. Les gardes se précipitent immédiatement pour attaquer Arthur pour son manque de respect envers le roi, mais Arthur parvient facilement à les assommer d'un seul coup chacun. Sébastien traite les chevaliers d'imbéciles pour avoir échoué à tuer un simple enfant, et lui, il veut acquérir Sylvie à tout prix, alors il lance un sort dans l'espoir de brûler Arthur vif.
Cependant, Arthur active son pouvoir de monde statique et fige le temps pour tout le monde, sauf Sébastien. Sébastien est confus et se demande pourquoi tout le monde a cessé de bouger, mais Arthur lui dit qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Il commence alors à marcher lentement vers Sébastien, qui tente de le repousser en lui disant qu'il ne peut pas vaincre un mage royal. En réponse, Arthur lui brise simplement une jambe. Sébastien appelle à l'aide, mais Arthur lui dit que personne ne peut le sauver ici, alors il ferait mieux d'écouter ce qu'Arthur a à dire tant qu'il a encore des oreilles fonctionnelles. Arthur l'avertit de rester à sa place et de faire attention à qui il menace, car la prochaine fois, les conséquences seront bien pires pour lui. Quelques secondes plus tard, le monde statique s'estompe, le temps redevient normal, et Arthur s'évanouit à cause de l'effort. Un peu plus tard, Arthur se réveille dans son lit avec un terrible mal de tête, mais au moins, il n'est pas en prison. Il réalise qu'il a peut-être exagéré en utilisant le monde statique, car bien qu'il ait réussi à geler le temps pendant quelques instants, cela a épuisé son corps. Juste à ce moment, Alice entre pour voir comment va Arthur, et elle est soulagée de le voir enfin réveillé. Arthur lui demande de lui raconter ce qui s'est passé après son évanouissement, alors Alice explique que tout le monde a été choqué quand Arthur s'est effondré soudainement, alors elle s'est précipitée pour le soigner. Mais il a quand même fallu beaucoup de temps pour que son corps récupère. Comme Arthur semble aller bien maintenant, Alice lui demande s'il aimerait faire du shopping avec elle, et Arthur accepte, car un changement d'air lui ferait du bien. Pendant leur sortie, Arthur repère une épingle à cheveux qui irait parfaitement à Eleanor, mais il n'a toujours pas d'argent, alors Alice l'achète pour lui et dit à Arthur qu'il pourra l'offrir à Eleanor plus tard. Elle propose également de lui acheter un cadeau à lui aussi, mais Arthur demande s'ils peuvent vraiment se permettre de dépenser autant, car Reynolds a peut-être perdu son emploi à la maison de vente. Cependant, Alice lui dit de ne pas s'inquiéter pour leurs finances, car elle a aussi un travail. Arthur l'ignorait, mais apparemment, Alice fabrique des articles de luxe, qui sont très populaires parmi la noblesse, alors elle génère un profit confortable, ce qui leur permet d'acheter ce qu'ils veulent. À tel point qu'à la fin de leur shopping, Arthur et Alice portent de nombreux sacs. Une fois rentrés chez eux, ils entendent Reynolds dans le salon parler à quelqu'un et dire qu'on ne peut pas acheter son silence alors que son fils a failli être tué. Arthur demande ce qui se passe, et dès que Reynolds le voit, il est soulagé qu'Arthur soit remis sur pied. Arthur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter autant pour lui, car il va très bien, et l'homme à qui parlait Reynolds réalise qu'Arthur doit être le garçon impliqué dans l'incident, alors il invite à les rejoindre. Il remet à Arthur et Reynolds un sac d'or de la part du roi, en guise d'excuse pour le petit incident de la veille. Mais Arthur ne qualifierait pas exactement une attaque par 2 chevaliers et un mage royal de « petit incident ». Cependant, il décide de rester poli et remercie l'émissaire d'être venu jusqu'ici pour cela. L'émissaire est satisfait de voir qu'Arthur est si compréhensif, alors il assure que les 2 gardes qui l'ont attaqué ont été renvoyés, car le roi ne voudrait jamais tuer un enfant pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un refus. Reynolds ne pense pas que le simple renvoi soit une punition suffisante pour les chevaliers qui ont tenté de tuer son fils, mais l'émissaire fait remarquer qu'Arthur a tout de même été impoli envers le roi, et que ce dernier a même eu la gentillesse de pardonner la négligence de Reynolds dans la protection de la maison de vente, alors Reynolds ne devrait pas s'offusquer de la clémence accordée aux gardes. Reynolds s'apprête à répondre, mais Arthur l'interrompt et dit qu'il n'y a pas lieu de se mettre en colère, car c'est de sa faute s'il a parlé de manière inappropriée, et qu'il s'en est sorti sans blessure grave, alors cela ne le dérange pas. Mais en parlant de blessure, Arthur demande ce qu'il est advenu de Sébastien, puisque sa jambe était cassée. L'émissaire explique que Sébastien a également été renvoyé pour avoir attaqué Arthur et qu'il est actuellement soigné à l'hôpital. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'Arthur était celui qui lui avait brisé la jambe, mais cela semblait absurde, car personne ne l'a vu faire ça, et ils l'ont observé tout le temps. Au lieu de cela, le roi pense que l'énergie du sort de Sébastien a dû se retourner contre lui et lui briser accidentellement la jambe. Le roi est profondément attristé que cela se soit produit, c'est pourquoi il s'excuse aussi formellement. Et bien que l'émissaire reconnaisse qu'Arthur est un bon garçon avec un talent inné, il avertit également de faire attention à la manière dont il s'adresse aux personnes au pouvoir, car tout le monde n'est pas aussi indulgent que le roi. Arthur et Reynolds acceptent les excuses, et après le départ de l'émissaire, Reynolds donne tout l'argent du silence à Arthur. Arthur demande s'il est sûr de vouloir lui donner ça, mais Reynolds pense que c'est juste, car c'est Arthur qui a été en danger, et de toute façon, il aura besoin d'argent s'il compte entreprendre quelque chose à l'avenir. Cette journée a été une leçon d'humilité pour Arthur, car bien qu'il ait été un roi dans sa vie passée, ici, il n'est encore qu'un enfant. Il va devoir trouver un moyen de contrer le pouvoir politique, alors il doit acquérir son propre pouvoir politique, et pour cela, le lendemain matin, il rencontre Gutski, la directrice de l'Académie de magie. C'était la fin de l'épisode 10. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.